Bonjour à tous. Est-ce que, dans la salle, vous m'entendez bien? J'espère qu'à distance aussi. Si jamais vous ne m'entendez pas à distance, mettez un petit mot dans la conversation, comme ça on pourra essayer de résoudre le problème. En tout cas, je vous remercie d'être si nombreux présents, que ce soit ici dans l'amphithéâtre de la Maison du Lait ou à distance, pour ce symposium dans le cadre d'un projet européen que j'ai l'honneur d'introduire et j'en remercie les organisateurs. Je vais peut-être juste me présenter. Donc, je suis Caroline Lepoultier, la directrice générale du CNIEL, de l'interprofession laitière, qui regroupe à la fois les représentants des producteurs de lait, des industriels privés, des coopératives laitières et des acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration. Et on a pour but, dans cette interprofession, de traiter tous les sujets qui concernent l'intérêt général de la filière. Et sur un sujet comme l'emballage, qui nous interpelle aujourd'hui, ou comme bien d'autres sujets, on voit que les réponses collectives peuvent être beaucoup plus fortes que la somme des réponses individuelles, et de montrer comment, à la fois en termes d'échange de bonnes pratiques au sein des acteurs économiques de la filière, et à la fois en termes de partage, que ce soit avec les autorités publiques ou avec les partenaires qui sont autour de nous dans la filière sur ces sujets de recyclage, d'amélioration continue, etc. C'est absolument fondamental parce que à la fois on est engagé dans des démarches de progrès, toujours s'améliorer, mais à la fois ces démarches de progrès, il faut les confronter aux attentes des consommateurs et des citoyens, il faut les confronter aux attentes des politiques publiques et toujours être sûr que ce qu'on va mettre en place, vers quoi on va engager la filière, est réaliste, qu'on a des solutions et qu'on peut aussi pouvoir avoir une filière qui continue à être forte, avoir des emplois et produire des produits dans des conditions respectueuses de l'environnement et du consommateur, les produits que ces derniers attendent. Et voilà, sans être beaucoup plus longue, vous dire que ça s'inscrit totalement dans la démarche de responsabilité sociétale engagée par la filière depuis 2017, enfin engagée depuis bien avant, mais mis en résonance et en dialogue beaucoup plus fort avec nos partenaires depuis le plan de filière en 2017. Et que si je pouvais rajouter finalement 2 R à nos 3 R qui nous mobilisent aujourd'hui, ce serait responsabilité et résilience, parce que c'est vraiment là-dedans qu'est engagée la filière laitière. Et j'espère que les exemples qu'on va partager aujourd'hui, les progrès que l'on va montrer, s'inscrivant aussi dans ce qu'on a pu entendre dans le cadre du sommet du Salon international de l'alimentation qui vient de se terminer, permettront à la filière laitière, dans des conditions réalistes et résilientes, de s'adapter, de respecter les démarches de progrès qu'elle doit faire, notamment dans le domaine des emballages. Merci à tous et je vous souhaite un bon symposium. Merci Caroline et bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'assurer l'animation, le fil rouge de ce symposium. Je me présente, je suis Thierry Gélin, donc je suis en charge de la démarche France de lait que je coordonne au sein du CNIEL. Donc notre démarche de responsabilité sociétale, l'emballage évidemment, son recyclage, sa réduction, c'est un enjeu fort de responsabilité sociétale et on va voir qu'on y répond dans le cadre de la filière par de multiples actions au plus près des terrains, des spécificités des produits avec un certain nombre d'exemples qu'on va vous donner aujourd'hui. Je rappelle aussi que ce symposium, il y en a assez régulièrement. Ce n'est pas le premier dans le cadre d'un programme multi-pays qui bénéficie d'un financement communautaire. L'an dernier, on s'était rencontrés, j'avais animé aussi la session autour des protéines laitières dans les systèmes alimentaires durables, où on avait montré que il n'y avait pas de concurrence entre l'homme et l'animal sur les protéines que mangeait la vache par rapport aux protéines que peut consommer l'homme. Donc cette année, autour de l'emballage plastique à usage unique, finalement, notre leitmotiv des 3 R va être un petit peu déroulé, puisque ces 3 heures font, comme vous le savez, l'objet d'une stratégie française à 2030. Donc on parlera réglementation évidemment aujourd'hui. Cette stratégie, donc, elle suppose des feuilles de route sectorielles qui seront l'objet de différentes présentations. En termes de chronologie de la matinée, je vais vous faire un petit peu le déroulé. On va démarrer par une étude réalisée auprès des consommateurs dans le cadre de ce programme européen. Important de partir du consommateur parce que la réussite de la collecte et du recyclage partira bien de l'acte du consommateur. Donc c'est important de démarrer par cela.
On va ensuite balayer les problématiques. Avant de balayer toutes les problématiques de recyclage et réutilisation, on va avoir une intervention sur le rôle de l'emballage dans le cas de nos produits, les rôles spécifiques. Car il y a beaucoup, ça apporte aussi des contraintes finalement sur l'emballage, il faut en tenir compte. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, avec deux présentations sur les choix qui ont été faits au niveau sectoriel pour répondre à la fameuse feuille de route qui est attendue de nous, telle que je l'évoquais, avec le cas donc, de la brique de lait sans aluminium et du polystyrène recyclé dans les pots de yaourt. Et nous terminerons par le point de vue des recyclages d'emballage par une intervention de Citeo. On a beaucoup de participants en distanciel, je précise, il y en avait une certaine qui était prévue. Donc pour le déroulement lui-même des interventions, je vous propose que toutes les questions, si à la suite d'une intervention, il y a une question de compréhension, on pourra la poser immédiatement, mais le principe sera de reporter les questions à la fin de l'ensemble des présentations pour une séance de discussion en fin de session. Donc, modulo l'exception de quelque chose qui n'aurait pas été compris, vous pouvez poser la question physiquement, oralement dans la salle et en les conservant pour la fin si possible et en inscrivant dans le fil de discussion pour ceux qui sont en visio. Donc voilà les règles. Donc sans plus tarder, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on a un programme assez chargé finalement, je vais passer la parole à Noël Paolo, donc en charge des études au CNEL, qui va nous présenter justement les résultats de l'étude qui a été réalisée dans le cadre de ce programme, les durables. Merci Noël. Merci Thierry. Je me sers de la petite tablette. Oui. On va dire passer les deux. On avait deux diapos prévus, on les a passés directement pour toi. Donc, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour présenter les résultats de cette étude. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée, c'est important de le savoir, en février l'année dernière, en début 2022, parce que le contexte est important, puisque depuis, il s'est passé un certain nombre de choses et que ça impacte les besoins et les demandes des consommateurs. Et donc, je vais vous situer la problématique environnementale dans les critères de choix des Français. Et ensuite, j'arriverai sur les questions autour du tri et des pratiques autour du tri. Donc, l'étude, juste quelques points méthodologiques. Donc, l'étude, elle a été réalisée dans le cadre du programme EMF. Elle a été réalisée donc en février-mars. Il faut savoir quand même que la poussée inflationniste avait déjà démarré à ce moment-là. Mais par contre, on était au tout début de la guerre. Donc, la crise énergétique n'était pas encore arrivée par-dessus. Donc, c'est important d'avoir cette notion de date. Il a été réalisé par un cabinet d'études qui s'appelle Norstat dans 5 pays d'Europe ou avoisinants, la Belgique, le Danemark, la France et les 2 Irlandes. L'échantillon est un échantillon de 1500 personnes représentatives de la population. Donc, dans chaque pays ont été interrogées 1500 personnes, hormis en Irlande où l'échantillon était un petit peu plus petit, il était de 950 personnes. Et on est sur des 18 ans et plus, et l'étude a été réalisée en ligne. Donc, première donnée, je trouve que c'est intéressant de resituer la problématique environnementale dans les critères de choix des Français. Donc, globalement, quand on demande aux Français et aux Européens, vous avez les résultats pour la France et les résultats pour l'Europe, quels sont, lorsqu'ils achètent un produit alimentaire, quels sont les critères de choix? On voit que déjà, en début février, on avait la question du prix, qui était le premier facteur et le premier critère de choix. Ce qui est important de voir, c'est que par rapport à l'étude qui est menée chaque année, l'année précédente, en 2021, on était à 37%. Donc, une évolution phénoménale de cette question du prix entre 2021 et 2022 sur cette étude. Bien évidemment, en France, on choisit un produit parce qu'on aime ce produit, parce qu'il plaît, pour son goût, pour le plaisir qu'il apporte. Donc, c'est les 2 facteurs prioritaires. Mais on voit ces résultats globalement également en Europe. Les 2 facteurs sont au même niveau. Ensuite, on voit qu'on a la dimension santé, qui est également un facteur important, la dimension locale, la production locale, qui fait partie des critères de choix importants. La notion de prix, elle était déjà en 2022 encore plus forte chez les jeunes générations. Par contre, quand on regarde cette liste, on voit qu'en fin de liste, on a les dimensions environnementales. Vous voyez qu'on a l'impact sur la nature et l'environnement. On est à 20%.
c'est un peu petit pour moi, mais j'essaye de deviner. L'empreinte carbone également, un peu plus de 15%. Donc, toutes les dimensions environnementales ou les dimensions de RSE ne font pas vraiment partie des critères de choix ou des critères d'achat des produits de première intention. Ce qui ne veut pas dire que la question climatique n'est pas un enjeu prioritaire pour le consommateur, mais ça ne rentre pas vraiment dans les critères d'achat. Alors, au niveau européen, on voit que vous avez la colonne de droite. Je rajoute pour que vous voyez bien. Donc, de la même manière, on a le prix et le goût qui sont extrêmement forts, mais la santé est plus forte dans les différents pays d'Europe. La santé et la nutrition est un critère de choix plus prégnant dans les autres pays d'Europe. En particulier, on avait le Danemark et l'Irlande pour lesquels les dimensions santé étaient importantes. On a également quelques autres critères. La durée de vie est également un facteur important. Nous, on est effectivement ici à 30%. Dans les autres pays d'Europe, on est plutôt autour de 50%. Et on a la question de l'emballage durable. Vous voyez, on est en France relativement bas à 15 ou 18%. Pour les autres pays d'Europe, on est plutôt à 30%. Donc, il y a certaines différences entre les différents pays que l'on a observées. Donc, ça, c'était la première notion qui me semblait importante d'aborder. Ensuite, on a, effectivement, je vous disais que la question environnementale n'est pas au cœur de l'achat du consommateur, mais il est quand même dans les représentations. Aujourd'hui, c'est un critère important d'inquiétude et dans les représentations pour les Français. La question climatique est une question importante. Par contre, quand on pose aux Français, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour le consommateur. Quand on pose la question de savoir s'il se pose des questions sur les questions environnementales pour les produits laitiers, on a simplement un tiers des Français qui se posent des questions. Et quand ils se posent des questions, ils ont du mal à formuler les impacts climatiques, les impacts des produits laitiers ou de la filière laitière sur les questions environnementales. C'est difficile à appréhender. Par contre, la question qui revient rapidement, c'est la question du recyclage, la possibilité de recycler les produits, la possibilité de trier. Il ne parle pas forcément de recyclage, il parle de tri. Et donc, vous voyez, quand on demande les actions en faveur du climat qu'ils ont entreprises depuis la dernière année, vous voyez que les deux premiers facteurs, c'est « je recycle mes déchets ». À 80%, c'est du déclaratif, mais c'est quand même le premier facteur. Et ensuite, je fais attention au gaspillage. Et puis, on a ensuite le fait d'acheter des produits locaux qui rentrent également comme un des critères des actions entreprises par les consommateurs. Alors, après, on abordait aussi la question d'avoir diminué sa consommation de viande ou de produits laitiers. Globalement, on a un tiers des Français qui se déclarent un peu flexitariens. On le voit à peu près dans toutes les études. Et on a là un tiers des Français qui déclarent avoir diminué leur consommation de viande au profit des légumes. Par contre, ils n'ont pas réellement vraiment baissé leur consommation de produits laitiers. On est plutôt sur la viande que sur les produits laitiers. Et comparativement aux autres pays d'Europe, globalement, les Français sont un peu plus nombreux à consommer des produits locaux par rapport aux autres pays et un peu plus nombreux à moins gaspiller dans le déclaratif de ce qu'ils disent. Donc voilà pour les questions un peu introductives du sujet sur la thématique environnementale. Ensuite, on s'est posé la question des rôles perçus du secteur laitier. Et là, on s'aperçoit malgré tout que la connaissance est assez faible du rôle perçu du secteur laitier. Globalement, quand on pose la question de savoir si les Français connaissent la réalité de ce qui se passe dans une ferme laitière, on a un Français sur deux qui ne sait pas. Quand on leur demande s'ils connaissent la réalité de ce qui se passe dans une entreprise laitière, ils ne savent pas à 70% globalement. Donc, il y a vraiment un manque de connaissances. Et là, sur les atouts et les impacts également. Par contre, on a plutôt des a priori positifs sur l'importance, sur le maillage territorial. On voit des fermes sur tous les territoires. Donc, effectivement, on pense que c'est important, que c'est un secteur important. On a aussi sa contribution au paysage, l'offre de produits, la multitude de l'offre des produits laitiers. Donc, il y a une présence active, mais une assez faible connaissance de la réalité des faits. Globalement, les plus âgés connaissent un petit peu plus. Et quand on regarde au niveau français versus l'Europe, on a des Français qui sont plus nombreux à trouver des atouts à la filière laitière. On a des pourcentages qui sont notablement supérieurs, alors qu'on est autour de 40%, on est plutôt autour de 60% en France. Donc, il y a une différence notable. Donc, passons maintenant aux pratiques de tri.
Donc globalement, le geste de tri, il est perçu comme vraiment indispensable pour la planète par plus de 70% des Français qui disent tout à fait. Mais vous voyez, on a un gradient, on a 61% des 18-34 ans, alors qu'on a 73% des 65 ans et plus. Donc oui, le geste de tri est un geste indispensable pour la planète. La pratique du tri est également assez forte, assez bien installée, puisque là, vous voyez sur les différents types d'emballage, le carton, le plastique ou le verre. En particulier, on est à plus de 88% des Français. Là, on est sur uniquement la partie France. Cette partie-là n'était pas posée pour les autres pays d'Europe. Donc, on a globalement 8 Français sur 10 qui déclarent trier systématiquement leurs emballages. On voit que pour l'emballage métallique, on est un petit peu moins fort. Et sur les jeunes générations, par exemple, les canettes de métal, ils sont simplement 67% à les trier systématiquement. Alors, est-ce que c'est un geste aisé pour autant? Oui, ils le font, mais ils expriment certains doutes au moment de mettre leurs déchets dans la poubelle de destination. Et on a un Français sur 2 qui exprime des doutes à ce moment-là. Alors, ce qui peut freiner le geste de tri, c'est de ne pas forcément être équipé avec toutes les poubelles de tri nécessaires, les 3 poubelles. Donc là, on a 41% des Français qui disent qu'ils ne sont pas organisés de cette manière-là. Et puis, il y a parfois des doutes de savoir si je dois le mettre à gauche, à droite, dans quelle poubelle de destination. On a vraiment très peu de gens qui ne se sentent pas concernés par ce sujet-là. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, malgré tout, les Français se sentent plutôt bien informés sur le tri des emballages de produits laitiers. Là, on rentre sur la catégorie des produits laitiers, puisqu'on a les 3/4 des Français qui se disent bien informés, et simplement 18% qui s'affirment, mais simplement 18% qui s'affirment très, très bien informés. Pour terminer, j'espère que je respecte mon temps. On a posé la question sur le tri des emballages de produits laitiers pour savoir ce qu'ils faisaient sur les emballages de produits laitiers. Vous voyez que globalement, c'est la bouteille de lait et la brique de lait qui sont en haut du palmarès de « je sais dans quelle poubelle et je le fais toujours », donc un acte vraiment volontaire sur la bouteille de lait. L'emballage de crème, on est à 73%. Vous voyez, par contre, sur la barquette de beurre ou sur le sachet de fromage râpé ou sur le pot de yaourt, on est moins affirmatif puisqu'on a 60% globalement qui savent dans quelle poubelle le jeter et qui le font toujours. On a un petit pourcentage en bleu qui savent dans quelle poubelle mais qui ne le font pas toujours. Et on a simplement une dizaine de pourcents, mais par contre, vous voyez sur le beurre et sur le fromage râpé, un peu plus qui ne savent pas vraiment encore dans quelle poubelle le jeter. Voilà, rapidement. Après, oui, je ne l'ai pas dit, mais on a des moins de 35 ans qui sont un peu moins concernés. C'est assez particulier parce que la problématique environnementale est portée, ou la thématique climatique, elle est beaucoup portée par les jeunes, mais quand il s'agit de recyclage, elle est un peu moins portée par les jeunes. Donc, il y a parfois des contradictions dans ce sens-là. Merci de votre attention. Si vous avez des questions méthodologiques... Des questions méthodologiques. Oui, de compréhension. Sinon, réservez-les pour la fin. Je ne doute pas que ça fera réagir, effectivement, par rapport aux plus jeunes, par exemple. Mais bon, on va pas préempter les questions de la suite. À ce moment-là, après cette présentation effectivement de cette étude, je vais continuer dans le déroulé du programme en appelant donc Emmanuel Treuil, qui est directeur droit alimentaire et nutrition chez Savencia, aussi coprésident d'ATLA, l'association de la transformation laitière, qui va nous faire un rappel des fonctions multiples, avec beaucoup d'aise de l'emballage et des contraintes que ça peut apporter, les aspects réglementaires également. Merci Emmanuel. Merci Thierry et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, dans la filière laitière, on gère énormément d'emballages différents. Non, je vais le faire. Et c'est dû à 2 raisons principales. La première, c'est qu'on a une grande diversité de produits laitiers, qui implique la même diversité et complexité d'emballages utilisés, qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc avec des formats différents, des matériaux différents, chacun adapté à la spécificité des produits laitiers qu'ils contiennent. On a des produits liquides, on a des produits solides, on a des produits en poudre, on a des produits en mousse.
On a des produits très gras comme le beurre, et chaque emballage est vraiment adapté à la spécificité de ces produits laitiers. On a les propriétés barrières et des résistances mécaniques et thermiques qui vont dépendre de la nature des produits, de leur taux d'humidité, de leur taux de matière grasse, mais aussi des traitements thermiques qu'on peut avoir avant le conditionnement, après le conditionnement. Donc une grande diversité d'emballages. Et un autre facteur de cette diversité, c'est la multiplicité des usages. Dans la filière laitière, on a une multiplicité d'usages de consommation. On couvre vraiment tous les usages possibles, y compris les usages nomades, y compris l'usage en apéritif, par exemple. Alors, pour répondre à cette diversité, l'industrie laitière utilise un grand nombre de matériaux différents, le PET ou le PEHD pour, par exemple, les boissons, le PS pour les yaourts, les complexes pour certains fromages. Donc, on a une grande diversité d'emballages. Alors, les produits laitiers présentent des spécificités qui se traduisent derrière par des contraintes technologiques ou réglementaires sur l'utilisation des emballages. Alors, d'abord, ce sont des produits qui sont très fragiles microbiologiquement, qui doivent être protégés de toute contamination microbiologique. Ce sont des denrées qui sont pour la plupart périssables, voire très périssables. On est sur des produits vivants qui sont très sensibles à leur environnement, un environnement qui peut altérer leur qualité gustative, leur qualité sanitaire, on l'a dit, leur qualité nutritionnelle aussi. À titre d'exemple, le lait est très sensible à la lumière, peut perdre ses qualités gustatives s'il est exposé à la lumière, d'où les emballages opaques que l'on utilise. Idem sur un plan nutritionnel, vous savez, le lait et le produit laitier contiennent beaucoup de vitamines, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine B12, la vitamine D, qui sont très sensibles également aux ultraviolets, et on a besoin du coup d'emballages vraiment adaptés. On a des produits qui nécessitent des emballages qui sont totalement imperméables et étanches à l'environnement extérieur. On conditionne par exemple des fromages sous atmosphère protectrice. Et à l'inverse, pour certains produits, je pense à certains fromages, l'emballage ne doit pas être totalement étanche parce que les interactions entre le produit et l'environnement sont au contraire recherchées. Une bonne oxygénation, par exemple, d'un fromage peut être nécessaire pour protéger la flore vivante du produit. En tout cas, voilà, la réglementation tient compte de cette spécificité des produits laitiers, notamment en termes sanitaires. On a par exemple un règlement européen sur l'hygiène des denrées alimentaires qui prévoit que pour les boissons laitières liquides, il est nécessaire de sceller l'emballage sur le lieu même où a lieu le dernier traitement thermique. On a aussi des exigences sur la vente en vrac, par exemple, qui interdisent toute vente en vrac du lait, qu'il soit pasteurisé ou UHT. Alors, l'emballage joue pour les produits laitiers un certain nombre de rôles qui sont vraiment essentiels et pour certains qui sont vraiment spécifiques à nos domaines d'activité. Alors d'abord, le premier rôle, et j'en ai déjà parlé, c'est la protection de l'intégrité sanitaire du produit, mais également organoleptique et nutritionnelle. On a parlé de la prévention des contaminations microbiologiques, on aurait pu parler aussi de la prévention des contaminations par des contaminants chimiques. On a parlé de l'aspect gustatif, la protection contre la lumière. On peut citer plein d'exemples. Par exemple, un pot de yaourt, il a un rôle essentiel. D'abord, il doit être résistant à l'acidité du produit. Il doit pouvoir préserver les composés aromatiques du produit et doit être complètement imperméable à l'oxygène pour les problèmes d'oxydation. Sans compter le rôle que peut jouer l'emballage dans la prévention, que doit jouer l'emballage dans la prévention des adultérations des produits par malveillance, notamment les produits laitiers liquides. Un deuxième rôle essentiel de l'emballage, c'est sur le plan de la logistique. L'emballage doit faciliter le transport des produits, doit en faciliter le stockage, la mise en rayon et toutes les opérations de manutention par les opérateurs. Et un rôle essentiel aussi à jouer chez le consommateur pour une bonne utilisation du produit, par exemple l'ergonomie de préhension pour utiliser les produits dans la consommation quotidienne, et également l'usage fractionné. Beaucoup de produits laitiers se consomment en plusieurs fois et donc on a besoin d'emballages qui puissent se refermer, se réouvrir après chaque usage. Un rôle essentiel de l'emballage, c'est d'être un support de l'information réglementaire.
on n'est pas encore au temps du 100% digital et des packs virtuels. Hein. Le pack physique reste encore un support très important de l'information des consommateurs. Alors, d'abord sur la composition des produits, hein, les listes d'ingrédients, les valeurs nutritionnelles, sur l'usage que peut en faire le consommateur et l'usage sûr, hein, les dates limites de consommation, le mode d'emploi, des informations de traçabilité qui sont essentielles, hein, comme le numéro de lot ou encore les dates, et puis toutes les informations à venir. L'étiquetage nutritionnel simplifié en face avant, s'il arrive un jour, l'affichage environnemental. On a de plus en plus d'informations, notamment sur la RSE, qui vont être imposées par la réglementation dans les années à venir. Et l'obligation, pour le moment, c'est de mettre cette information sur les emballages, qui peut d'ailleurs rendre difficile les efforts de réduction des emballages à la source qui nous sont aussi demandés. Enfin, et là c'est une autre particularité des emballages dans le domaine des produits laitiers, c'est qu'ils jouent un rôle important dans la typicité des produits. Par exemple, pour certains fromages, la perméabilité de l'emballage au gaz et à la vapeur d'eau, hein, à l'humidité, est vraiment nécessaire pour conférer au produit fini ces caractéristiques essentielles. Et puis, on a même parfois des emballages qui vont donner une typicité en termes aromatiques au produit fini. On peut citer l'exemple du Vacherin Mont d'Or et de sa boîte en épicéa, ou alors du Banon, hein, qui est affiné dans de la feuille de châtaignier. Alors, il existe beaucoup de réglementations aujourd'hui autour de l'emballage. Alors, on peut grosso modo, les classifier en deux grandes catégories. Il y a d'abord toutes ces réglementations qui concernent la sécurité alimentaire et l'hygiène. Hein. Au premier titre, le règlement sur les matériaux contacts, qui est déjà un règlement qui date un peu, de 2008, et qui vise à notamment réglementer les aspects sécurité alimentaire autour de la migration, hein, des contaminants chimiques de l'emballage vers le produit, avec des limites globales de migration, des limites spécifiques par type de substances chimiques. Donc ça, c'est un gros volet réglementaire. Et puis on a un deuxième gros volet qui prend de plus en plus d'importance et qui va concerner, lui, l'économie circulaire et la gestion des emballages du point de vue de l'environnement. On a la directive Single Use Plastic, donc adoptée en 2019, donc sur les plastiques à usage unique, qui fixe des interdictions, qui fixe des obligations également de réduction, de marquage. On a en France la loi AGEC, hein, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, et plus récemment la loi climat et résilience. Et la conciliation des objectifs sanitaires, environnementaux, de tous les usages que j'ai précédemment décrits de l'emballage est parfois difficile, hein, pour les industriels, demande des arbitrages, des évaluations au cas par cas, en fonction de la typologie de produit, de la typologie d'emballage, dans des calendriers qui sont parfois très contraignants, et c'est un vrai travail au niveau de notre secteur. Pour entrer un peu plus dans le détail de la réglementation, donc la loi AGEC, relative au gaspillage et l'économie circulaire, est venue poser une ambition très forte, hein, qui est en 2040 l'interdiction, la fin des plastiques à usage unique. Hein. On a un cadre réglementaire français, alors qui transpose pour partie la réglementation européenne, mais qui pour partie va au-delà. Des objectifs, par exemple, chiffrés sur le réemploi. Hein. Il y a un décret réemploi qui a été adopté récemment et dont on attend encore des précisions en termes de méthodologie et d'interprétation, hein, qui fixe des objectifs donc chiffrés de réemploi par entreprise, hein, qui peuvent être éventuellement mutualisés au niveau de l'organisme comme Citeo, sur tous les emballages, et pas simplement d'ailleurs les emballages plastiques. On a des décrets d'application qui ont été également adoptés visant à imposer un taux de plastique recyclé dans les boissons. Hein. On a également des dispositions sur la signalétique du geste de tri, dont on parlait à l'instant avec Noël. Sur la vente de produits en vrac, ce dernier point d'ailleurs ayant été repris récemment dans la loi climat et résilience. Et puis on a la fameuse stratégie 3R, hein, réduction, réemploi, recyclage, avec des objectifs qui ne sont pas des objectifs contraignants, mais une demande qui est faite au secteur d'établir des feuilles de route pour répondre à ces objectifs globaux de réduction de l'emploi et de recyclage. Alors
En France, une réglementation qui est, des autorités qui sont très motrices sur ces sujets de recyclabilité et de circularité des emballages, hein, avec une réglementation qui va bien souvent au-delà de la réglementation européenne, ce qui pousse l'industrie, et notamment l'industrie laitière, à innover, et on s'y emploie. Mais comme dit précédemment, voilà, ces objectifs sont parfois difficilement conciliables avec la spécificité de nos produits. Le vrac, par exemple, c'est très bien de pousser vers le vrac, mais ce n'est pas forcément adaptable et adapté à toutes les typologies de produits laitiers. On a vu qu'il y avait déjà des contraintes réglementaires sur le lait UHT ou pasteurisé. Les fromages à la coupe sont déjà une façon de faire le vrac. Il y a des expérimentations qui sont menées sur d'autres types de produits laitiers. Mais voilà, il y a un vrai enjeu sanitaire, il y a un vrai enjeu de, comme on a là signalé, de protection microbiologique de nos produits qui rend cette solution pas forcément adaptée à toute typologie de produits. De même, le réemploi, le réemploi pour le même usage est quelque chose de louable. Il y a déjà des expérimentations qui se font sur certains types de matériaux. Mais là encore, s'agissant de nos produits qui sont microbiologiquement très fragiles, attention aux risques pour le consommateur. Réduction, réemploi, recyclage, c'est très bien, mais parfois ces différents objectifs peuvent rentrer en contradiction les uns avec les autres, et ça pose aussi des difficultés au secteur. Alors, en conclusion, d'abord, premier message, c'est que l'optimisation des emballages et la réduction autant que possible est vraiment au cœur des préoccupations de la filière. On a beaucoup de défis à relever, comme j'ai pu le montrer précédemment, et nous souhaitons bien sûr un maximum de dialogue, de co-construction et d'échange avec tous les acteurs du secteur, et en particulier les autorités et les consommateurs. On a vu l'emballage joue des rôles très différents qu'il faut arriver impérativement à concilier. En particulier, les produits laitiers sont des produits qui sont très fragiles, notamment microbiologiquement, très sensibles, et il ne faut pas sacrifier la sécurité des consommateurs pour répondre à d'autres exigences. Il faut vraiment tenir compte de la spécificité de chaque produit. Alors c'est vrai qu'on a une loi AGEC, une loi climat et résilience qui est transversale, qui ne vise pas que les denrées alimentaires, qui vise tous les secteurs d'activité, et c'est ce qui en fait sa force, mais aussi ce qui soulève de gros défis pour notre secteur, parce que les mesures ne sont pas toujours adaptées aux produits alimentaires, et en particulier aux produits laitiers. On a un développement de la réglementation qui est extrêmement rapide, et malheureusement, des retards parfois très importants sont pris dans la publication des textes ou dans toutes les dispositions d'interprétation, les guides qui aident le secteur à s'adapter, ce qui laisse très peu de temps ensuite à l'industrie pour mettre en œuvre ces dispositions. Or, pour concilier les différents enjeux dont j'ai parlé, il nous faut du temps, il nous faut de la visibilité d'abord, et il nous faut du temps de recherche-développement, mais du temps aussi pour les investissements industriels qui sont nécessaires pour se mettre en conformité avec toutes ces obligations. Les emballages sont souvent communs à différents pays, voilà, surtout pour des grands groupes, mais aussi des PME. On exporte nos produits, heureusement, en dehors du territoire national, dans des pays voisins, voire à l'international, et on insiste vraiment sur l'harmonisation qui est extrêmement nécessaire. Alors, on parlait cette semaine de la directive sur les déchets plastiques qui va se transformer en règlement, et c'est quelque chose qu'on voit plutôt d'un bon œil, puisque ça va permettre une harmonisation en termes d'interprétation, si elle est suffisamment précise, au niveau européen, parce que voilà, on souffre parfois de divergences d'interprétation ou de surtransposition de certaines dispositions européennes. Enfin, dernier point, et il est important, il faut toujours évaluer. Donc on voit beaucoup d'obligations portant sur le réemploi, la recyclabilité, l'utilisation de matériaux recyclés, sur le vrac. Et il faut vraiment, et c'est très important, et c'est un message aussi pour les pouvoirs publics, étudier, évaluer la performance environnementale de ces différentes solutions, vraiment de façon très globale, pour s'assurer que les solutions que l'on choisit sont celles qui, sur le long terme, sont effectivement les plus performantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, je ne sais pas si on peut parler de maquis, mais au moins de complexité réglementaire, on l'a bien compris. Merci pour
pour le message. Donc ça nous amène tout naturellement maintenant à parler des solutions qui sont, il y en a beaucoup qui sont avancées, qui existent déjà dans la filière laitière. On a fait le choix de vous en présenter 2 ce matin. Le cas de la brique de lait sans plastique, qui est une matière renouvelable, sera présenté par Emmanuel Tanglin-Foot, responsable RSE Candia et Sodial Fromage. Ce sera aussi le cas, juste après elle, des pots de yaourt en polystyrène recyclé, qui seront là présentés par Patrick Falconier, qui est directeur général de Rial Ultrafrais et président également de Saint-Diffray. Ce ne sont pas les seules solutions, évidemment. On vous présente ces 2-là. J'en profite justement parce qu'il y en a une autre solution qui a fait l'actualité récemment lors du CIAL, puisqu'elle a reçu un prix. Donc je les félicite, la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, qui vient de recevoir ce prix pour leur bouteille de lait en PET opaque, 100% recyclé, un cas de bouteilles qui redeviennent des bouteilles, donc justement, sur lequel il y a eu du travail depuis plusieurs années. C'est issu d'un consortium, c'est important de le dire, qui réunissait évidemment cet opérateur, mais aussi un plasturgiste et aussi des enseignes de la distribution. Donc, si des questions, il n'est pas dans la salle, mais il est en ligne, il pourra répondre à des questions, au moins par voie écrite, si vous avez des questions sur cette solution. Donc, en plus de cette solution-là, donc voilà, j'ai tout de suite appelé, je la remercie d'avance, donc Madame Tanglin-Foot pour présenter donc le cas de la brique de lait sans plastique. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Emmanuel Tanglin-Foot, responsable RSE au sein de la coopérative Sodial pour les catégories de produits lait, beurre, crème et fromage, et qui vont être des produits commercialisés sous différentes marques, dont les plus connues qui sont Candia ou encore Entremont pour les fromages. Aujourd'hui, je suis venue en fait vous parler d'un projet qui a été porté par Candia, dont nous sommes assez fiers puisqu'il a concerné une brique dont la composition a été améliorée pour intégrer davantage de matières d'origine renouvelable. Voilà, et qui s'est fait en co-construction avec notre partenaire SIG qui est ici présent dans la salle. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter la coopérative Sodial et sa marque de lait Candia. Donc, Sodial, c'est une coopérative d'éleveurs, 17 000 éleveurs partout en France, ce qui représente environ 4,4 milliards de lait collectés en 2021. C'est une coopérative, donc c'est un modèle de fonctionnement et de gouvernance assez singulier, puisque les éleveurs en fait sont propriétaires de la coopérative, et c'est un modèle basé sur la solidarité et l'équité, où chaque adhérent en fait va avoir sa voix qui compte dans les décisions de la coopérative. On a une mission sociétale qui est de s'engager à collecter tout le lait de nos adhérents, où qu'ils soient, quelles que soient les conditions. Et on a près de 30% de nos éleveurs adhérents qui sont situés, par exemple, en zone de montagne. Et donc, on s'engage à collecter tout le lait, à le valoriser. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Sodial, c'est un fort ancrage territorial, donc 17 000 éleveurs partout en France, mais également 75 sites de transformation, donc des laiteries, des beurreries, des fromageries, des yaourteries, et également des sièges administratifs en France. Enfin, Sodial, c'est une filière intégrée de l'étable à la table. Donc on part des fermes jusqu'à la distribution et la commercialisation, en passant par la collecte du lait, l'agrofourniture, la transformation. Donc différents métiers, différentes marques que vous voyez à l'écran et différents circuits de distribution. Donc en résumé, Sodial, c'est une coopérative donc, qui appartient à ces éleveurs. Les éleveurs sont propriétaires de nos sites et ils sont également propriétaires de nos marques. Et donc j'en viens à la marque Candia. Donc, c'est une marque qui a été créée par les éleveurs pour commercialiser du lait de consommation, de la crème et du beurre. C'est une marque qui a fêté ses 50 ans d'ailleurs l'année dernière. Et en quelques chiffres, en 2021, Candia, c'était 1,2 milliard de chiffre d'affaires, environ 1600 salariés, 7 sites de transformation. Et concernant les volumes commercialisés, on est à peu près à 940 millions de litres de lait commercialisés, 46 millions de litres de crème et 66 000 tonnes de beurre commercialisés donc en 2021.
Candia s'est également doté d'une mission RSE avec des engagements que je vais vous présenter. Donc une mission RSE qui est de bien faire grandir nos enfants pour un monde plus solidaire et plus humain. Et des engagements du coup qui sont articulés autour de 3 grands axes: la nutrition et comment accompagner nos consommateurs vers un meilleur équilibre alimentaire avec nos produits, la solidarité avec nos éleveurs envers nos collaborateurs, et troisième axe, et non des moindres, l'impact ou même l'empreinte environnementale, avec 2 axes majeurs que sont le climat et les emballages qui nous concernent aujourd'hui. Alors si j'en viens à notre brique, l'histoire commence avec une question qui est comment réduire l'empreinte environnementale de nos emballages de lait. Et un levier majeur qui a été identifié, c'est d'agir sur les matériaux d'origine fossile dans nos emballages. En ce qui concerne la brique, la solution a été de supprimer la couche d'aluminium, premier point, et de travailler sur la couche plastique qui reste dans l'emballage. Donc en 2019, Candia a lancé la première brique de lait UHT sans couche d'aluminium en France. Donc une petite révolution et surtout une solution concrète pour réduire l'utilisation de ressources fossiles. Donc les caractéristiques, c'est l'absence de couche d'aluminium, le fait que la couche plastique contribue au développement d'une filière de polymères végétaux issus de déchets de bois, donc de la fabrication du papier. Le carton est labellisé FSC, FSC mixte, donc pour une gestion forestière responsable. Elle reste recyclable, toujours à trier dans le bac jaune. L'autre changement également, c'est qu'on est passé d'un suremballage plastique à un wrap carton, donc qui est recyclé et toujours recyclable, avec aussi moins d'encre qui ont été utilisées. Donc voilà pour la concrétisation en fait de notre avancée sur les emballages. Et donc le challenge qui a été relevé par les équipes, notamment R&D, donc en co-construction avec SIG, ça a été que la couche d'aluminium présente dans la brique a été totalement supprimée. Mais la prouesse, c'est que les propriétés barrières qui étaient assurées auparavant par la couche d'aluminium, donc les propriétés barrières à la lumière et à l'oxygène, ont été en fait maintenues grâce à la reformulation de la couche plastique qui reste présente en fait dans la brique. Donc 75% de carton et 25% de couches plastiques issues de polymères végétaux. Donc la couche plastique, on la garde parce qu'elle est essentielle pour faire cette fonction barrière. Par contre, elle a été améliorée puisque elle est constituée de résidus. Enfin, elle a été le plastique en fait est issu de résidus de déchets de bois en fait, issus de l'industrie papetière, donc de la fabrication de papier. Et ça a été permis grâce au système du mass balance, c'est-à-dire ou l'équilibrage des masses. Donc, qu'est-ce que c'est le système mass balance ? C'est tout simplement le fait d'associer des matières premières d'origine végétale à des matières premières d'origine fossile pour aboutir à un polymère, donc un plastique hybride, à la fois issu de matières premières d'origine végétale et fossile. Et donc, on va s'assurer que les quantités de matières premières qui rentrent vont bien correspondre à la quantité de produits finis, donc de plastique qui sort. Donc voilà, ça c'est le projet en tant que tel. Si on fait un pas de recul et qu'on fait le bilan de ce projet-là, c'est un travail de co-construction qui a pris du temps, donc près de 3 ans de développement pour aboutir à cette solution, donc avec SIG. L'enjeu, ça a été vraiment de s'assurer du bon passage en machine de cette nouvelle brique et également de conserver à l'identique les qualités organoleptiques, notamment du lait, avec cet effet barrière qu'il était important en fait, de conserver. Donc c'est un travail de co-construction sur un temps long, qui a pu avoir
des répercussions. Comme je vous l'ai dit, juste supprimer la couche d'aluminium nécessite de revoir l'ensemble des machines. Le fait de passer sur un suremballage carton, on revoit la logistique. Donc ça peut avoir des effets sur toute la chaîne, que ce soit en amont et en aval. Et ce travail de co-construction a été récompensé par un Oscar de l'emballage obtenu en 2019 dans la catégorie environnement. Ça a été le 3e meilleur lancement de l'année 2020 au rayon frais crèmerie bio. Et pour accompagner et aider les consommateurs à comprendre cette innovation, une vidéo a également été réalisée pour expliquer tout ce qu'il y avait autour de cette innovation, ce qu'est le principe du mass balance, par exemple. Et donc, cette vidéo a été saluée pour les efforts de transparence et de pédagogie qui avaient été menés. Et donc, je vous propose de visionner cette vidéo. Bonjour, je suis la petite dernière de chez Candia et je viens vous raconter mon histoire. Tout commence dans de jolies prairies françaises. Il y a des vaches qui broutent de l'herbe bien grasse. Et puis Sébastien, Sylvia, Rémi et tous les autres qui prennent bien soin d'elles et de tout ce qu'elles mangent. Sans OGM et bio, tout est fait pour que la plus grande partie de leur alimentation soit produite de façon autonome, directement à la ferme. Tout ce petit monde profite des pâturages le plus possible. Mais quand la météo n'est pas au rendez-vous, il est temps de rentrer s'abriter. Et oui, en élevage biologique, les éleveurs s'assurent de la bonne santé et du bien-être des vaches tout au long de l'année. Vous l'aurez compris, toutes les conditions sont réunies pour produire un bon lait bio qui va être mis dans ma brique. Tiens, et si on en parlait de ma brique ? À la différence d'une brique classique, je suis composée de seulement 2 matières, carton et plastique. C'est la première fois en France qu'on fabrique une brique de lait UHT sans aluminium. Résultat, moins de matières fossiles utilisées. Quant à mon plastique, il est un peu fantastique. Il est certifié ISCC. Cela signifie qu'il participe à remplacer les matières fossiles qui composent habituellement le plastique par des matières végétales, des déchets de bois pour être tout à fait exact. Ce qui garantit que le poids du plastique de ma brique correspond au poids de végétal qui entre dans la chaîne de production. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des masses. Aujourd'hui, chaque brique qui sort de l'usine est composée de ce mélange de matières fossiles et végétales. Mais demain, si tout le monde s'y mettait, on pourrait profiter d'un plastique 100% végétal. Voilà, vous savez tout sur moi et ma brique éco-conçue. Oups, j'allais oublier, je suis recyclable et le carton qui emballe mes 6 briques est recyclé. Allez hop, tout le monde dans le bac de tri. Je suis la nouvelle brique de lait bio Candia. Et il paraît que je vais faire un carton. Voilà, donc, une belle innovation. Une belle innovation et comme dans toute avancée, en fait, dans toute innovation en ce qui concerne les emballages, c'est souvent des grands pas en avant. Pour autant, c'est une innovation qui reste encore à démocratiser parce que clairement, elle coûte, elle a un surcoût à la production qui n'a pas été répercuté auprès du consommateur. On a fait le choix de laisser cette brique accessible au plus grand nombre et donc le prix reste dans les standards du marché. Néanmoins, ce surcoût représente un frein clairement au développement de cette brique chez nous. Donc, depuis son lancement en 2019 et d'ici fin 2022, près de 6 millions de litres de lait bio auront été conditionnés avec cette brique. Et donc, ça reste une innovation qui reste à démocratiser. Pour autant, elle nous a clairement permis de jouer notre rôle dans la transition des emballages grâce à l'expérimentation que l'on a pu faire. Et je pense, et on est convaincu chez Candia, que ce sont grâce à des innovations de fond telles que celle-ci que l'on fera avancer la transformation de nos emballages. Voilà, donc en conclusion, cette brique a été la première brique de la trajectoire de Candia et de Sodial vers des emballages plus responsables. Ça a clairement été un élément fondateur de la démarche RSE emballage de Candia et même plus largement, ça a mis en mouvement la démarche RSE de Candia. Même au niveau de la coopérative Sodial, cette brique a été sert et contribue l'ambition de réduire notre empreinte emballage grâce à ces emballages recyclables, grâce au fait qu'on va vers des matériaux alternatifs issus de recyclés ou d'origine renouvelable.
Et donc, depuis la sortie de cette brique, on ne s'est pas arrêté là. On a lancé en 2021, donc l'année dernière, une gamme de beurre qui s'appelle Nature de Breton, qui est commercialisé dans un emballage recyclable, puisqu'il est composé à 96% de papier. Et ça, c'est une première en France, donc plus de plastique et plus d'aluminium dans cet emballage. Voilà. Donc, chez Candia, comme on n'a jamais fini de grandir, je serais ravie de revenir vous voir dans les prochaines années pour vous présenter nos prochaines innovations. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc moi, c'est pas une question, mais si je dois être précis quand je vous présente, j'aurais dû dire brique de lait sans plastique d'origine fossile sur les principes du mass balance. Si je vais aller jusqu'au bout, être rigoureux. On est d'accord. Bon, je ne referai plus l'erreur. Merci beaucoup. Maintenant, venez à nous. Je vais donner la parole à Monsieur Falconier, comme prévu, pour qu'il nous parle des pots de plastique en polystyrène recyclé. Dites-moi sur quel bouton. Oui, celui-là. Allez-y. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc alors effectivement, il faut que j'avance. Voilà, c'est mieux. Donc je suis donc Patrick Falconier, directeur général d'Oriel Ultrafrais et également président de Syndifrais. Aujourd'hui, je vais vous parler au nom de Syndifrais. Donc je parle au nom de mes collègues qui ont fortement contribué donc au projet dont je vais vous parler sur le recyclage du polystyrène. Alors tout d'abord un petit mot pour vous présenter Syndifrais. Donc Syndifrais regroupe les fabricants de yaourts. C'est comme ça qu'on nous appelle. Mais dans ce domaine, vous avez des yaourts, des fromages blancs, des desserts et également des crèmes fraîches. Donc ça regroupe 22 entreprises, qu'elles soient privées ou coopératives, et ça représente en France 42 sites de production. Donc en gros, ça représente 15 000 emplois. Et en termes de consommation, on consomme à peu près 29 kilos de produits laitiers ultra frais par habitant et par an. Et c'est environ 230 pots qui sont normalement bien trié, si j'ai bien retenu, et bien mis dans les poubelles, et le consommateur sait parfaitement quoi en faire. Donc voilà pour Syndifrais. Donc les emballages utilisés pour nos produits, donc là vous avez la décomposition. Alors faites attention parce que c'est un camembert qui est bâti sur le poids des emballages. Donc poids, le poids. Et si on fait la décomposition de nos emballages donc utilisés en produits laitiers ultra frais, on voit qu'en termes de poids, le verre représente aux alentours de 35%. Il faut faire attention parce que le verre est lourd. Donc si on raisonne en termes de peau, c'est largement le plastique qui est majoritairement employé dans notre industrie, avec 14,6 milliards de pots en plastique qui sont utilisés pour nos produits laitiers ultra frais. Et dans le plastique, la grande majorité, c'est du polystyrène. Donc, c'est 60% des emballages plastiques qui sont composés en polystyrène. Donc, le polystyrène est un enjeu majeur pour nous en termes de plastique. Alors, pourquoi ce polystyrène? Parce qu'effectivement, alors vous en avez entendu parler, je pense, dans la presse, le polystyrène, c'est aléatoire. Il y a des poussées de fièvre, mais souvent, on est un petit peu pointé du doigt sur le polystyrène. Mais il faut savoir que pour nous, c'est un choix technologique. Parce qu'on a une spécificité dans l'ultra frais, c'est qu'on fabrique nous-mêmes nos pots de yaourt. En gros, la technologie majoritaire dans nos usines, c'est ce qu'on appelle le form fill seal. En gros, on forme les pots en direct juste avant de les remplir. Donc vous avez le schéma d'une machine de ce type-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on part de feuilles de polystyrène qui sont chauffées, déformées, on forme les pots en ligne, on les remplit direct, on les forme juste derrière. Donc c'est un procédé qui est très efficace parce qu'on ne transporte pas de l'air, on transporte uniquement des feuilles qui sont compactes, des gros rouleaux de feuilles plastiques. On fabrique les pots directement, on a des taux de perte qui sont très faibles. Donc on a vraiment, si on voulait parler de bilan carbone, on a des emballages qui sont très performants parce que la chaîne est très courte et concentrée dans le site de fabrication. Donc ça c'est le premier point, donc une forte performance sur la fabrication de ces emballages. Et ensuite, ça nous permet d'avoir des cadences importantes, ce qui est fondamental dans notre domaine, puisqu'on a des machines qui fabriquent jusqu'à 60 000 pots par heure. Alors 70 000, il y en a, mais on a un peu de mal à les faire marcher parfois. Mais en tout cas, 60 000, on y arrive. Et puis avec des fonctionnalités importantes qui sont un peu spécifiques à la France et aussi à l'Espagne, c'est qu'en France, on aime bien les gros formats, enfin les formats multipacks, on va dire, avec des par 4, par 8, par 16, parfois un peu plus. Et donc, ce type d'emballage plastique est assez
pratique pour faire ce type d'emballage, puisque ça assure une sécabilité, c'est-à-dire que c'est assez facile, vous le vivez tous les jours, d'avoir 4 pots et on les casse et on les sépare, on les passe en par un. Il faut savoir que ça, c'est une spécificité propre au polystyrène, et quand on prend d'autres plastiques, on a énormément de mal à avoir le même résultat. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, cette technologie, elle est directement liée au polystyrène, et aujourd'hui, on ne sait pas bien utiliser d'autres plastiques avec les mêmes performances sur nos machines. Alors, donc, bon, on en a parlé depuis le début de la matinée. Donc, les plastiques, c'est quand même un sujet qui est un peu dans le collimateur, hein, en termes législatifs, on va dire, puisqu'il y a quand même une obligation à un moment donné, c'est d'une part d'être capable de recycler ce plastique, et puis peut-être qu'en 2040, on va nous dire, vous n'avez plus le droit d'utiliser des emballages plastiques à usage unique. Mais en tout cas, la première étape, c'est déjà d'être recyclable. Et nous, une des problématiques qui s'est posée, c'est que le polystyrène, aujourd'hui, n'est pas recyclé. Alors, il est recyclable techniquement, mais en tout cas, il n'est pas recyclé très concrètement ou très peu en France. Et donc, nous, on a engagé le travail depuis un certain nombre d'années. Hein. Depuis 2018, on a travaillé sur la technologie, puisqu'en fait, une des problématiques pour recycler, c'est déjà de connaître les technologies de recyclage. Donc, on a lancé un projet en 2018 qui a conduit à montrer la faisabilité du recyclage du polystyrène. Et puis ensuite, très vite derrière, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on travaille sur le montage de la filière de recyclage du polystyrène. Et pour ça, il fallait absolument qu'on se mutualise, parce que si on le faisait de manière indépendante au niveau de chaque entreprise, on n'y arriverait jamais. Donc on a créé un consortium qui s'appelle le consortium PS25, qui au départ réunissait les adhérents de Saint-Diffré, on va dire. Puis rapidement, on s'est dit, mais il y a d'autres fabricants qui sont concernés par le polystyrène, donc on est allé les voir. On en a parlé avec Citeo et au final, on a fédéré tous les industriels de l'alimentaire qui utilisent le polystyrène en disant c'est une cause commune et il faut ensemble qu'on monte la filière de recyclage du polystyrène. Donc ça, on l'a démarré en 2020 et puis au cours de ce processus, on a signé une charte avec le ministère de la Transition écologique sur lequel on s'est engagé à monter cette filière de recyclage du polystyrène. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un processus qui s'est accéléré fortement depuis 2020. Avant, c'était du R&D. Et en fait, ce qui a fait l'accélération, clairement, c'est la mutualisation des forces. Je pense qu'on s'est aperçu que de travailler à travers un consortium, c'était très efficace. Ça regroupait les moyens, on partageait les idées, ça nous donnait de la force. Et donc, ce consortium a fait qu'en maintenant 2 ans, on a été capable de partir de une filière qui n'existait pas à aujourd'hui, en 2022, une filière qui est sur des rails, sur lequel on a pris l'engagement qu'elle soit actée et mise en place. Il y a un appel d'offres qui est en cours pour l'attribution des polystyrènes issus des centres de recyclage. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est acté que cette filière va se faire. Et donc, il y a également des investisseurs qui sont manifestés pour aller construire des sites de recyclage du polystyrène. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, sur ces sujets du recyclage, la mutualisation des forces est vraiment importante parce que c'est vraiment des sujets compliqués auxquels on n'a pas l'habitude de se confronter en tant qu'industriel, hein, quand il faut aller parler de tri, de recyclage. Voilà, pour nous, c'est un monde un peu particulier. Et même si Citeo nous aide largement sur le sujet, c'est quand même compliqué d'aller intervenir au niveau de ces sujets. Et là, il faut vraiment le poids, je dirais, d'un consortium pour pouvoir faire bouger les choses. Alors, les premiers pots avec du polystyrène recyclé sont arrivés sur le marché en 2022 avec 2 entreprises qui ont amorcé le sujet. Donc, d'une part, Yoplait, qui a mis sur le marché des yaourts aux fruits avec des pots avec une partie en polystyrène recyclé. Et puis, les 300 laitiers bio, donc le rayon ultra frais, donc nous, qui avons lancé une gamme de produits avec du polystyrène recyclé. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on sait recycler le polystyrène. Techniquement, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est monter la filière. Mais en tout cas, techniquement, il n'y a pas d'incompatibilité à travailler avec du polystyrène recyclé. Alors derrière ça, je vous ai dit que maintenant, il faut monter des sites pour techniquement recycler le polystyrène. Donc il y a des projets qui sont en cours, qui vont voir le jour, on va dire, pour les premiers en 2022, et puis ensuite ça va s'étaler dans le temps. Il y a différents intervenants. Il y a un Français, Michelin, qui a communiqué largement sur le fait qu'il allait se lancer dans la fabrication de styrène issu des pots de yaourt collectés.
et sur une technologie de type recyclage chimique. Alors l'intérêt du recyclage chimique, c'est que c'est vertueux puisque ça permet de travailler en boucle, hein, puisque quand on fait du recyclage chimique, on revient au styrène de base et ensuite on refait du polystyrène, ce qui fait qu'en fait on a vraiment un recyclage circulaire et on peut imaginer de fabriquer éternellement nos pots de yaourt avec le même polystyrène de départ quand on fabrique à partir de recyclage chimique. Mais il y a également une filière de recyclage en mécanique, hein, comme ça existe pour le PET, qui est en train de se mettre en place. Je dirais entre guillemets qui est un petit peu moins vertueux sur le papier, hein, puisque tourner en boucle, c'est compliqué avec de recyclage chimique, mécanique, pardon, puisqu'à un moment donné, il y a une fin à cette circularité. Mais en tout cas, c'est déjà bien. Donc voilà, donc vous avez différents intervenants, donc européens pour la plupart, avec Indaver qui a prévu de démarrer en 2024 en Belgique, Trinseo également en Belgique en 2023, Ineos qui lui est plutôt entre l'Angleterre et la France, mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont en train de se mettre en place et que donc en 2025 on sera prêt avec des usines qui seront aptes à fabriquer du polystyrène recyclé. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors, donc je vous le disais, si en 2 ans on est, enfin 2 ans on est passé d'une situation en 2020 où rien n'existait à aujourd'hui en 2022 une situation où on vous dit elle va exister et en 2023 une situation où il y aura des sites industriels qui vont recycler du polystyrène, bah, c'est parce qu'il y a eu vraiment une mobilisation très forte, hein. Moi ça fait 30 ans que je suis dans le domaine, enfin dans l'ultra-frais au moins, mais ça fait en 30 ans j'avais jamais vu une telle mobilisation des acteurs et une telle fédération. C'est vraiment un projet qui nous a tous fédérés, on s'est tous serré les coudes et on s'est tous mis ensemble. C'est ce qui fait qu'en 2 ans, on a fait bouger les lignes. Donc c'est vraiment important pour ces sujets d'intérêt collectif, si je puis dire, qu'on se fédère pour faire avancer les choses. La deuxième chose, c'est, ben voilà, on a montré un consortium, c'était un petit peu une première, hein, pour faire avancer ce type de filière. Ben là, ça a montré que, ben là encore, en fédérant d'autres acteurs de l'alimentaire qui sont concernés par le même sujet, en mettant Citeo, qui nous a bien aidé, hein, dans le management de ce consortium, ben ça a fait bouger les choses. Alors un consortium, ça peut paraître vague, mais il faut savoir que c'est une dizaine de groupes de travail qui se réunissaient toutes les semaines, des réunions d'un copil tout mensuel. Donc ça veut dire beaucoup d'investissement, hein. C'est pas uniquement un mot, on dit bon, voilà, on va travailler dessus, puis on verra bien. Non, non. C'est une mobilisation de tous, que ce soit les spécialistes ou les directeurs généraux des entreprises. Donc on a tous mouillé le maillot pour en arriver là. Donc c'est vraiment important. On a pu également, grâce à ça, aller faire bouger les pouvoirs publics, parce que, enfin, on l'a dit, hein, notamment tout à l'heure, mais pour une fois, la loi nous devance un peu. D'habitude, on s'adapte à une législation, mais on la maîtrise quand même, malgré tout. Là, on est dans les emballages, je trouve que pour une fois, on nous met beaucoup de contraintes, mais on ne sait pas comment gérer ces contraintes. C'est-à-dire que sur les emballages, aujourd'hui, on nous dit il faut faire ça, mais comment on va y arriver, on ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup s'impliquer auprès des pouvoirs publics pour pouvoir discuter, pour pouvoir un petit peu les informer et qu'ils soient conscients des problématiques. À un moment donné, on nous a dit arrêter le polystyrène. Nous, il faut savoir que changer le polystyrène pour la profession, c'est 200 millions d'euros d'investissement pour changer nos lignes. On leur a dit, les enfants, 200 millions d'investissement, on ne sait pas faire. Voilà, donc faites ce que vous voulez, mais vous nous dites ça, mais on n'a pas l'argent. Donc vous pouvez avoir des souhaits, mais si on ne sait pas les réaliser, on va dans le mur. Donc asseyez-nous et discutons et travaillons ensemble. Mais je crois qu'il y a vraiment besoin de travailler sur ces sujets-là en posant vraiment les problèmes et en faisant remonter la réalité, on va dire, du secteur industriel. Alors, pour demain, il reste encore des défis parce que ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'en fait, voilà, on a montré que techniquement, on pouvait avoir du polystyrène recyclé. On a montré qu'il y avait des gens qui étaient capables d'investir pour monter des sites pour fabriquer ce polystyrène recyclé. Aujourd'hui, on a quand même, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, et puis Citeo le sait beaucoup mieux que moi, mais on n'est pas optimisé aujourd'hui sur ce qui est collecte et tri des emballages en France, hein, donc il y a encore beaucoup à faire. Alors, il y a des emballages sur lesquels on est plus performant, c'est les bouteilles d'eau, je pense, ou le PET, où il y a une filière qui existe, on sait où mettre les bouteilles. Moi, les pots de yaourt, quand on me dit que les gens savent où mettre les pots de yaourt, aujourd'hui, c'est pas très clair dans ma tête, hein.
Il y a encore beaucoup de questions qui se posent. C'est les pots de yaourt, on les met dans la poubelle jaune ou pas? On les met comment? On les lave avant, on les lave pas? Enfin, donc il y a vraiment un effort de communication important à faire pour mobiliser les consommateurs, pour leur dire oui, il faut trier les pots de yaourt et il faut les mettre dans le bac jaune ou pas. À partir de quand? Donc normalement c'est pour l'année prochaine, mais je pense qu'il va falloir faire un effort de communication pour leur dire il faut le faire. Ensuite, on s'est aperçu également que les centres de tri savaient globalement trier les pots de yaourt, mais pas tous. Moi, j'ai découvert l'univers des centres de tri. En fait, tous les centres de tri ne sont pas égaux devant la technologie. Et ça nous a posé des questions. Ça veut dire qu'on s'est dit, peut-être que dans la conception de nos emballages, jusqu'à présent, on intégrait tous les facteurs dont on a parlé tout à l'heure, savoir la conservation, les effets barrières, le contact alimentaire, le contact avec la matière grasse ou pas de matière grasse, la sécabilité, le fait que ce soit joli ou pas joli, bref, tout un tas de choses. Mais on n'avait jamais envisagé de concevoir nos emballages pour qu'ils passent dans un centre de tri. D'ailleurs, c'était quelque chose qui nous passait au-dessus de la tête. Là, on est en train de se dire, maintenant, il va falloir qu'on travaille avec les centres de tri pour savoir quels sont les emballages qui vont favoriser le tri pour améliorer les rendements. Donc, c'est une nouvelle dimension dans la conception de nos emballages qu'on est en train de mettre en place. Et on se dit, maintenant, c'est un élément clé de développement. Un emballage, pour être mis en œuvre sur le marché, doit être facilement trié par un centre de tri. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, voilà, donc c'est vraiment une remise en cause et un travail sur le sujet qu'on est en train de mettre en place. Et puis, alors, le dernier point qu'on a découvert également, c'est si on veut aller au bout du sujet et créer des filières circulaires, ce qui est le plus vertueux, aujourd'hui, sincèrement, le processus n'est pas clair. Et en tout cas, il faut qu'on réinvente des modèles. Ça veut dire que, clairement, aujourd'hui, si vous regardez la filière de recyclage d'un emballage plastique, il y a le fabricant qui fabrique son produit avec son pot va chez le consommateur met dans la poubelle, jusque-là on dit qu'on va y arriver, donc va être trié, le centre de tri va trier correctement, ensuite le centre de tri va trier correctement, va vendre, dans notre cas, ce qu'on appelle des styrénistes, qui vont recycler, on va dire, le plastique issu de ces centres de tri. Et puis ensuite, ça repart à des fabricants, pour nous, de feuilles polystyrène. Si vous avez suivi mes présentations, nous, on utilise des feuilles de polystyrène dans nos machines. Mais ça veut dire qu'il y a tout un tas d'intermédiaires. Et aujourd'hui, on n'est pas en boucle fermée, on est en boucle ouverte. C'est-à-dire que nous, on fabrique des pots, et puis après, il y a tout un tas d'intervenants qui avancent et qui vont se retrouver avec du polystyrène issu des centres de tri. Mais à qui ils vont le revendre? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et ça, c'est un vrai sujet, parce que nous, on a la volonté de travailler demain sur une boucle le plus fermée possible pour pouvoir être vertueux et dire, demain, dans nos emballages, on a 40% de polystyrène recyclé. Mais on aimerait bien que ce polystyrène recyclé provienne de nos pots de départ. Et au moins, ça serait une boucle. Aujourd'hui, elle n'est pas créée, et il n'y a pas les structures juridiques qui nous permettent de garantir que le polystyrène qu'on va recycler en France, on va pouvoir le récupérer un jour. On peut imaginer que demain, ils partent, j'en sais rien, chez des gens qui ont beaucoup plus d'argent que nous, qui vont avoir un besoin pour acheter du polystyrène recyclé et qui vont faire que cette source de polystyrène recyclé ne sera plus en France. Mais dans ce cadre-là, on n'aura plus de polystyrène recyclé. Et donc, nous, on risque à un moment donné de se dire, on a monté une filière, on a contribué au recyclage du polystyrène, mais on n'a pas accès au polystyrène de recyclé, donc on nous dit, vous réincorporez pas de polystyrène recyclé dans vos emballages, donc arrêtez. Donc c'est un vrai sujet pour nous. Il faut vraiment qu'on travaille sur comment mettons en place des structures qui vont à un moment donné faire qu'on puisse récupérer ce polystyrène recyclé qu'on aura contribué à faire émerger en France et qui aujourd'hui, on n'est pas sûr de le récupérer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette aventure du polystyrène recyclé dans l'ultra-frais. Restez avec nous pour la séance de questions. Et merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu vous laisser plus de temps encore. Vous êtes passionné par le sujet, ça se voit. Vous avez déjà ouvert plein de sujets de débat possibles. Et puis moi, il se trouve que moi je mets dans le pack jaune mes pots de yaourt. J'espère que vous ne me direz pas que j'ai tort dans les questions-réponses, même si j'ai l'impression d'anticiper un peu peut-être les choses. Et je ne vais pas changer a priori, sauf si vous me dites le contraire tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant
Oui, je reste à ma place. Donc Antoine Robichon, merci beaucoup d'être là, le directeur général adjoint de Citeo, qui va nous expliquer comment effectivement les emballages, les nôtres, les laitiers, s'inscrivent dans la stratégie des 3 R. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Mon propos ce matin va faire écho à pas mal de choses qui ont été dites en fait. Ce qui pour moi, même si nous on a ce regard plus en aval finalement de la production et de la consommation, mais si on parle d'économie circulaire, c'est que maintenant l'industrie est complètement dans cette logique de l'économie circulaire et je trouve que ça c'est déjà un premier point à souligner et qui est fondamental. Alors juste un tout petit mot sur à droite. Voilà. Un tout petit mot sur Citeo, et puis je décrirai là, le graphe qui est à l'écran, mais simplement pour rappeler que Citeo, ça existe depuis 30 ans, et finalement, ça existe parce que les entreprises, et dont l'industrie des produits laitiers, s'est mobilisée depuis 30 ans pour commencer à collecter ces emballages. Parce que quand on parle d'économie circulaire dans la grande consommation, la première chose à faire, c'est quand même de mettre à disposition des consommateurs un moyen de collecter ces emballages avant d'essayer de leur donner une nouvelle vie. Et ensuite, c'est plein de défis à surmonter et on voit qu'il en reste encore. Mais je voudrais vraiment rappeler ça parce que finalement, l'ensemble des industriels, on a parlé de mutualisation tout à l'heure, ils se sont mis en commun sur ce sujet et ça, juste en termes financiers, c'est plus de 13 milliards d'euros qui ont été investis en 30 ans par les industriels et les acteurs de la distribution pour mettre en place ce bac jaune dont on a parlé tout à l'heure. On va se focaliser sur le plastique, mais là, vous avez à l'écran, finalement, les emballages qui sont utilisés par les produits laitiers. Alors, en termes de chiffres, on parle de nombre d'emballages et de tonnes. Là, vous avez les emballages les chiffres des emballages qui sont vendus dans la grande distribution. Donc, il n'y a pas tout ce qui est hors domicile qui ferait l'objet d'autres comptabilisations. Et vous voyez que pour les produits laitiers, il faut aller chercher plusieurs milliards d'emballages, plus de 300 000 tonnes, sachant qu'en France, c'est à peu près 5 millions de tonnes d'emballages ménagers qui sont mis sur le marché. Et vous avez une variété d'emballages, on nous a présenté tout à l'heure, de matériaux utilisés. Même remarque que ce que disait tout à l'heure Patrick, quand vous voyez un camembert en poids, on voit que le plastique, il pèse déjà là, presque 44% de vos emballages. Mais il y a du verre qui est assez pondéreux, et donc le plastique quand même est clairement le matériau le plus utilisé. Et donc vous voyez dans le camembert du milieu, là, un peu plus petit, les différents types de plastique, parce qu'on dit plastique, mais c'est plein de résines différentes, et c'est ce qui en fait à la fois un atout, sans parler même des barrières qui sont utilisées, qui vont permettre de protéger le produit et d'avoir toutes ces fonctionnalités que nous décrivait tout à l'heure Emmanuel. Et en même temps, en aval, ça va être ça le défi, c'est que c'est pas un seul plastique qui arrive en un seul bloc et donc on peut assez facilement mettre dans un processus de recyclage, mais c'est plein de petits emballages qu'il faut capter en centre de tri, ça a été dit, qu'il faut faire trier par les gens, parce que même s'ils déclarent qu'ils sont très informés, très trieurs, malheureusement dans les faits du recyclage, ça se ressent pas toujours, donc il y a encore des progrès sur la collecte qui sont à faire. Et puis ensuite, cette variété de résines dont il faut trouver les filières de recyclage. Sur le graphe de droite, l'espèce de boucle, là, quand on parle de maturité des filières, c'était pour essayer d'illustrer justement, si on fait une photo à l'instant T, qu'est-ce qui aujourd'hui est parfaitement recyclable et recyclé versus de ce qui est en filière de développement et sans filière. Là, c'est vraiment des emballages plastiques qui sont complexes avec souvent plusieurs résines qui sont mélangées, voire avec d'autres matériaux comme l'aluminium. Et là, aujourd'hui, on sait dans les temps qui nous sont impartis, puisque je vais y revenir, mais il y a une accélération là, des objectifs de recyclage, de circularité. Dans le temps imparti, on n'arrivera pas à monter des filières de recyclage. 70% qui est mature, c'est déjà bien et rassurant. 24% en développement, on va parler du polystyrène
qu'évoquait Patrick. On va aussi parler de tout ce qui est emballage souple en PE et en PP, où là, on a aussi des technologies de recyclage qui sont en cours de développement, qui devraient, certaines, on commence à voir le jour, et ça devrait être opérationnel là, dans les 2-3 prochaines années. Et puis du coup, un bout de ces plastiques là qu'il faudra changer en amont, c'est-à-dire au niveau vraiment de la conception de l'emballage. Trajectoire 2040, là, il y a un graphe tout à l'heure qui a été montré, enfin une slide sur les obligations nombreuses passées. Là, on va se projeter un peu dans le futur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des obligations, il y a des interdictions, il y a des objectifs. Donc, je crois qu'on peut le prononcer, le mot maquis. Il faut réussir à comprendre qu'est-ce qui va vraiment être mis en œuvre dans des textes d'application, les décrets, qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre de l'ambition. Et puis là, on parle de France, mais on a aussi Europe. Il y a des discussions encore les semaines passées au Parlement français sur des futures réglementations qui concernent les plastiques. Donc le sujet de l'emballage plastique, il est devenu un symbole. Et je pense que toute la pédagogie à faire sur l'utilité de l'emballage est bonne à rappeler, parce qu'il y a une grande ignorance finalement autour de ces sujets, et que quand on parle d'impact environnemental, éviter le gaspillage, je pense que c'est quand même la chose qu'il faut rappeler. C'est la mission première, en fait, si on veut avoir le moins d'impact sur l'environnement. Donc oui, ensuite, l'emballage, quand il a servi dans sa première vie, il faut lui trouver une nouvelle vie finalement, et qu'il ait le moins d'impact environnemental, mais cet aspect de lutter contre le gaspillage est clé. Et ensuite, le sujet de faire des réelles analyses d'impact, je voudrais insister aussi sur ce sujet, parce que parfois le régulateur tranche un peu dans le vif. Il y a des considérations politiques, si on se met à leur place, c'est pas évident. Mais nous, tout ce qu'on peut faire pour leur rappeler, leur amener des éléments factuels pour que les décisions qui soient prises aillent dans le bon sens, c'est vraiment très important. Donc vous voyez que on a indiqué là sur la flèche en bleu qu'il y avait une zone d'incertitude importante. C'est parce que quand on nous dit il y a une ambition de plus d'emballage plastique à usage unique en 2040, ça amène quand même des questions justement quand on veut parler d'impact environnemental. Est-ce que c'est vraiment ça la meilleure solution ? Quels sont finalement les axes d'analyse qui nous permettent de dire que oui, ça serait ça la bonne pollution. Est-ce que la bonne solution, pardon. Est-ce que justement c'est des sujets de pollution? Est-ce que c'est des sujets climatiques, des sujets de biodiversité, si on pense remplacer par exemple tout le plastique par du carton, ça va poser des questions quand même sur la capacité à fournir autant de carton. Et du coup, est-ce que ça viendra en concurrence avec l'agriculture? Est-ce que ça va nécessiter de remplacer des forêts qui conservent plein d'habitats de faune et de flore pour créer des emballages en carton? Ça fait vraiment partie des grandes questions, et je pense qu'on est loin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Donc il faut être humble, mais on a ce chronomètre qui tourne, on a ces ambitions qui sont fixées. Je parlais d'Europe. Il y a une directive qui va certainement devenir un règlement au niveau européen sur les emballages. Ça voudrait dire que là, les pays auront moins de latitude pour transposer, surtransposer. Alors ça peut être bien d'un point de vue d'harmonisation, mais ça veut dire que le couperet tombera depuis Bruxelles. Et là, toutes les discussions, elles sont maintenant, et c'est là où il faut réussir à leur montrer les problématiques auxquelles vous êtes collectivement confrontés. Si je vous fais un petit panorama des principales problématiques quand on parle de 3 R, et alors nous, on a rajouté même un 4e R qui est l'intégration de matières recyclées. Les 3 R, c'est écrit derrière moi, réduction, recyclabilité, réemploi. Mais il y a aussi cette intégration de matières recyclées qui est un sujet, en particulier pour certains produits laitiers dont les emballages aujourd'hui ne permettent pas, leur usine plastique utilisée, un retour au contact alimentaire. Sur justement les bouteilles et les briques, on va dire tout ce qui est principalement le lait. Donc on a les 2 emballages majoritaires, ce sont ces bouteilles qui sont soit en PET, soit en PE.
Donc le PET, ça va être le PET opaque qui a été cité tout à l'heure pour avoir des barrières à la lumière, où là maintenant justement il y a des filières de recyclage et même de bottle to bottle qui sont en train de se monter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la brique, qui est l'autre emballage, où là, l'enjeu, ça va être, comme l'exemple qui a été montré, d'utiliser le moins de matières fossiles, éviter l'extraction d'aluminium, avec toujours quand même l'enjeu ensuite dans le recyclage de qu'est-ce qu'on fait de ce PE qui est accroché au carton. Donc, à chaque fois, là, et je pense que vous aurez tous les slides, mais on a essayé, avec l'équipe de Citeo, de mettre des pistes de réflexion. Ce n'est pas du tout la solution. Encore une fois, là, restons modestes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait toute une partie du job, le on étant collectif, pour mettre en place un bac de collecte, avoir des filières de recyclage. Mais pour aller vers le 100% recyclabilité, 100% recyclé, si c'est ça que se fixe le législateur comme objectif, on va être de plus en plus dans des sujets de plus en plus précis, de plus en plus micro, et avec cette question de est-ce que c'est vraiment la bonne direction dans laquelle il faut aller. Donc là, hein, c'est vraiment des pistes. Donc sur la réduction, il y a évidemment toujours, c'est est-ce qu'on a le poids optimal d'emballage, mettre le bon curseur entre la protection, les contraintes logistiques, et de ne pas utiliser, utiliser vraiment la juste matière. Ça peut aller jusqu'à, quand on met réflexion autour de la fonction du bouchon pour les briques, ça peut aller jusqu'à un moment des questions sur l'usage du consommateur. Je pense qu'on a fait tout pour que tout soit toujours le plus pratique possible. Et à un moment donné, si on veut réduire, par exemple, hein, l'utilisation de plastique, par exemple, pour le bouchon, c'est vraiment une piste. Hein, c'est pas, je vous dis pas, j'affirme qu'il faut les enlever, mais à un moment donné, on voit bien qu'on va changer là, la fonctionnalité de l'emballage. Et donc, c'est des questions qui vont être de plus en plus présentes, je pense, dans les équipes, y compris au niveau du marketing. C'est finalement, si on veut avoir cet emballage le plus vertueux possible, est-ce que ça pourrait toucher des fonctionnalités de l'emballage ? Je parle du bouchon, mais ça peut être aussi les durées de vie des produits. Alors même après, si ça peut être encadré par la réglementation, ces réglementations, elles peuvent changer. Et c'est ça, en fait, qui va être de plus en plus prégnant dans les discussions. Sur la recyclabilité, sur ces emballages là, typiques, bouteilles, briques, en fait, les filières, elles sont opérationnelles. Elles fonctionnent bien. Ça va plutôt être une question de points d'attention pour avoir le meilleur rendement possible de ces filières. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, aujourd'hui, on affiche des taux de recyclage. Hein, on regarde les différents pays européens. En France, on est plutôt dans la moyenne des pays européens, mais en fait, on n'utilise pas tous la même définition de recyclage. C'est en train d'être harmonisé. Mais cette harmonisation sur comment on calcule les points de recyclage, elle amène des questions sur vraiment qu'est-ce qui se passe dans une usine de recyclage, quelles sont les notions de rendement, par exemple. Et dès qu'on va être sur des notions de rendement, on va regarder beaucoup plus précisément si l'intégralité de l'emballage va être recyclable. Donc ça, c'est juste pour que vous ayez en tête que, en fait, même si on a des filières opérationnelles, on va rentrer de plus en plus dans le détail avec ces notions de rendement de matière dans les unités de recyclage. Et donc, ça va poser des questions sur des emballages, par exemple, qui seraient éjectés au tri ou dans l'usine de recyclage parce qu'il y a encore l'opercule d'aluminium qui est scellé sur la bouteille. Et donc, cette bouteille, elle est éjectée dans le processus industriel. C'est ce type de questions, en fait, qui sont posées et du coup, qui amènent à ces points d'attention sur la recyclabilité. Et là, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. C'est toujours la même logique. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'usine de recyclage ? Et s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'est-ce qui devra être fait au niveau de la conception des emballages ? Je vous disais qu'on avait ajouté un 4e R parce que l'intégration du recyclé, là, elle pose question. Pour le PET opaque, on l'a vu, il y a des filières qui sont en train de se monter. Il y a des projets là qui fonctionnent. Pour le PE, aujourd'hui, l'intégration dans une bouteille avec du recyclage mécanique, c'est pas possible. Enfin, il n'y a pas les autorisations d'aptitude au contact alimentaire. Et donc, la question, c'est est-ce que
si on veut vraiment intégrer cette matière recyclée dans les bouteilles PE, on va aller vers d'autres technologies de recyclage pour qu'il y ait ce recyclage bouteille vers la bouteille. Aujourd'hui, les bouteilles PE, ça va c'est complètement recyclé, mais ça va pour faire des tuyaux plutôt dans le bâtiment, par exemple. Donc voilà un peu pour les grands enjeux sur cette partie bouteilles et briques. Hop. Pour les pots, là je vais aller assez vite parce qu'en termes de recyclage, c'est le projet que vous a présenté là, Patrick pour Saint-Diffray, pour le polystyrène. Il y a vraiment un sujet de développement de cette filière. On a effectivement passé là un appel d'offres. On a mis en place en amont tout le sujet d'avoir des centres de tri qui sont capables de les capter. Donc c'est pas encore sur tout le territoire national. C'est un sujet de à la fois prévenir le consommateur, que dans sa collectivité, il va pouvoir trier, parce que dans les chiffres très élevés là, les gens qui savent ce qu'ils doivent faire du pot de yaourt, j'espère que c'est pas, ils savent qu'ils doivent le mettre dans la poubelle lambda et pas dans le bac jaune, parce que c'est certainement ça qui est encore dans les esprits. C'est un projet qui a mis 6-8 ans là, à se réaliser, où on change petit à petit sur le territoire les consignes de tri, parce qu'on adapte le centre de tri derrière. Et il y a encore des défis, parce que si le pot de yaourt, on va dire le format standard, dans les centres de tri qui sont upgradés, on arrive à les capter, des plus petits pots, type petit suisse, ceux-là, on a encore du mal à les capter, parce que c'est une question de taille, en fait. Tout ce qui est tout petit emballage dans un centre de tri, pour ceux qui ont visité, on voit bien que ça part avec les résidus finalement, parce que c'est pareil, c'est des cadences importantes. Vous imaginez tous les types de matériaux différents en dehors du verre, et aller capter des tout petits emballages, c'est compliqué. Donc ça va être un des défis. On parle de PET operculé pour des pots qui pourraient être aussi une alternative au polystyrène. Pareil, c'est des filières de recyclage qui n'existent pas encore. Et donc là, on va aller aussi vers des technologies de recyclage chimique qui sont aussi en train de se mettre en place en parallèle. Et on va voir quels seront les rendements de ces différentes filières qui sont en développement. Pour tout ce qui est pots, PE, PP, carton, là, les filières sont opérationnelles. L'incorporation de matières recyclées, idem, là c'est vraiment les technologies de recyclage chimique qui laissent bon espoir, parce que justement, ce qu'expliquait tout à l'heure Patrick, c'est que qu'est-ce que c'est le recyclage chimique en fait par rapport aux mécaniques pour les plastiques. En un mot, le recyclage mécanique, vous allez couper en petits morceaux l'emballage et vous allez le faire fondre pour refaire une matière avec un traitement quand il y a un retour au contact alimentaire. Mais on perd des propriétés petit à petit, alors que le recyclage chimique, là, on casse les molécules. Donc c'est plus énergivore. C'est pour ça aussi que ces technologies, parfois, elles peuvent être remises en cause aujourd'hui, parce que c'est leur tout début, mais elles nécessitent plus d'énergie pour casser les polymères. Mais en revanche, ensuite, on a une matière équivalente aux vierges, et donc on peut en refaire ce qu'on veut, et c'est ça qui nous intéresse si on veut faire de l'intégration de matières recyclées. Pour les souples, là on l'a vu tout à l'heure dans la présentation là, des différents types d'emballages, c'est souvent dans vos professions des plastiques qui sont complexes. Et donc là l'enjeu c'est soit d'arriver à avoir des technologies de recyclage chimique qui vont se satisfaire d'avoir ces alliages de plastique, soit à un moment donné, il va falloir sortir et il va falloir changer en fait les complexes qui ont été créés, d'aller vers d'autres produits barrières. Et ça peut avoir un impact assez important sur la production, sur les cadences. Et donc ça va être un des gros enjeux de comprendre, une fois que ces filières de recyclage chimique pour les soupes vont sortir, qu'est-ce qui est capable d'être pris et qu'est-ce qui devra complètement changer. Idem, l'incorporation de matières recyclées, ça va être l'enjeu de ces technologies de recyclage chimique. Et pour tout ce qui est réduction, les questions de taux de vide, mais c'est des sujets qui sont complexes et souvent particuliers pour chacun des produits. On a mis système de fermeture pour la réduction parce qu'en fait, pareil, là, on voit qu'on a fait des choses qui sont pratiques, qui sont aussi pour éviter le gaspillage, mais qui peuvent introduire des perturbateurs du recyclage. Et donc, c'est ça qui vont être les enjeux devant nous. Juste pour terminer sur le 1R dont on a peu parlé, sur le réemploi.
L'objectif en 2027, c'est 10% d'emballages réemployés. Ça concerne pour le coup là, les emballages B2C et B2B, hein, donc tout ce qui est transport, enfin tout peut compter. Mais il y a des secteurs qui n'ont pas du tout les mêmes capacités de réemploi que d'autres. Aujourd'hui, hein, à part cet objectif, les premiers textes qui sont sortis disent que ça concerne toutes les entreprises et c'est plutôt une question de vitesse en fonction du chiffre d'affaires et pas encore de secteur. Au niveau européen, il y a des réflexions où là, justement, dans cette fameuse directive européenne future, il pourrait avoir des objectifs par secteur. En tout cas, le réemploi, c'est un sujet qui plaît, si vous me permettez l'expression, aux régulateurs, mais ils vont vraiment avoir besoin là d'informations pour comprendre les contraintes techniques ou réglementaires, d'ailleurs, par ailleurs, qui existent sur ces sujets, parce qu'on voit bien que là, il y a des notions, je pense que le VRAC a été parfaitement illustré, et vous n'êtes pas le seul secteur concerné où le VRAC c'est interdit. Donc en fait, cette possibilité-là, elle est tout à fait inenvisageable, et du préemballé, pas facile. Il va falloir aussi mettre en place des systèmes de collecte spécifiques, ça prend du temps. Il faudra avoir un nombre de rotations d'emballage suffisante si on veut que c'est un intérêt d'un point de vue environnemental, hein, pas faire circuler des emballages pour rien. Donc tout ça est le tout début. La marche est très haute et on va avoir besoin là de mutualiser les forces, c'est évident, et surtout d'être capable de montrer quels sont les impacts environnementaux réels pour aider le législateur, finalement, le régulateur, à se dire oui, tiens, tel secteur, il peut aller vers ça et on va lui demander de faire des efforts plutôt qu'un autre. Parce que je pense que dire que tout le monde est capable d'atteindre 10%, en fait, on sait aujourd'hui très bien que ça ne sera pas possible, et encore moins dans le délai imparti. Sans parler de toutes les questions, et je m'arrêterai là sur le réemploi, mais toutes les questions d'acceptabilité du consommateur, la notion de prix pour la brique a été mentionnée. Là, c'est des considérations très techniques qu'on évoque ensemble, mais finalement, si le conso il n'est pas capable de suivre, ou si on ne peut pas passer ça dans le prix, ça ne marchera pas. Donc là aussi, un enjeu à relier au business qui est clé. J'avais juste une dernière slide pour vous dire qu'il y avait toutes ces feuilles de route 3R, ces plans de prévention qui sont en cours et justement qui doivent aider finalement à éclairer les pouvoirs publics. Et donc là-dessus, Citeo travaille évidemment avec ses clients, avec les fédérations, pour essayer d'y voir clair, parce que la marche est haute. Et je vous remercie. OK. Merci beaucoup, monsieur Robichon. Mais écoutez, c'était très dense, très riche. Voilà, on a un petit peu dépassé le temps, mais bon, je pense que ça le méritait parce qu'il y avait beaucoup d'informations à partager. Alors, on va quand même garder quelques questions, évidemment. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont été posées sur le fil. C'est Jennifer qui va nous les communiquer. Il peut y en avoir évidemment dans la salle. Enfin, j'espère qu'il y en aura dans la salle aussi. Donc, dès à présent, si des mains se lèvent, je pourrais prendre ces questions. Sinon, est-ce que je peux communiquer avec Jennifer ? Est-ce qu'on peut l'entendre ? Voilà. Waouh. Quelle technique, c'est merveilleux. Bonjour Jennifer. Bonjour. Puisque tu m'avais dit, on a communiqué pendant la session que tu avais quelques questions, même déjà éventuellement un peu préfléchées vers les intervenants, si j'ai bien compris. Oui. Oui, plus ou moins. On a plusieurs questions sur la place de la consigne et des emballages en verre dans cette question des 3 R. Voilà, savoir si c'était quelque chose qui était envisagé ou si c'était une solution possible pour les produits laitiers. Plutôt vers Monsieur Robichon qui parlait justement du rayon. Je sais pas, je vous laisse. Je vous laisse le micro quand même. Parce que non, mais je laisserai répondre sur est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a des contraintes plutôt industrielles, parce que ça c'est moins mon domaine. Oui, la consigne pour des emballages en verre, elle est souvent discutée, on va dire. Et dès qu'il y a des projets de loi qui touchent à ces sujets, elle ressort. Je pense que d'abord, il y a besoin de bien expliquer c'est quoi la consigne. La consigne, c'est quand on achète quelque chose, on laisse 10, 20 centimes et on va les récupérer quand on ramène son emballage. Derrière ces sujets, souvent, il y a un mélange entre consigne pour recyclage et consigne pour réemploi. Et puis après, le verre, mais pourquoi pas les autres matériaux.
En Europe, pour tout ce qui est boisson, donc ce qui peut toucher le lait, il y a un objectif d'atteindre 90% de taux de collecte pour les emballages en plastique, donc bouteilles. La consigne est clairement une des pistes envisagées. Est-ce que ça touchera le lait? Ça, c'est une question. Dans les dernières informations que j'avais là de Bruxelles, c'est que le lait pourrait être traité à part. En tout cas, il y a vraiment cette pression pour que les emballages plastiques, bouteilles, soient un jour consignés et que ça soit partout en Europe. Pour le verre, ça revient souvent, mais aujourd'hui, on est quand même très loin dans les usages d'utiliser le verre pour le lait. Donc, est-ce que c'est des niches? Il y a aussi des images un peu d'Épinal qui ressortent. Est-ce que c'est vraiment la solution? Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est plutôt... il faut regarder comment les produits sont emballés aujourd'hui. Voilà. Vous vouliez compléter, monsieur Falconier? C'était juste pour témoigner. Nous, dans notre domaine, effectivement, on utilise des pots en verre. Donc, on pourrait se poser la question à savoir, est-ce que demain, on peut travailler en réemploi de ces pots verts? Donc, on s'est posé la question. On y réfléchit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un pas de temps sur lequel il faut bien savoir que c'est pas simple du tout, parce que c'est pas qu'une question de volonté. Parce que des fois, on nous dit, bah voilà, on a un pot vert, il suffit de le récupérer, on le remet dans l'usine, on le remplit, on le ferme, et puis tout va bien. Bah, déjà, les pots qu'on utilise aujourd'hui sont pas réemployables. Donc ça veut dire qu'il faut changer de pot. On ne sait pas les operculer une deuxième fois. En gros, on ne sait pas les fermer 2 fois. On ne sait pas laver les pots dans nos usines. On n'a absolument pas les outils pour le faire. On ne sait pas récupérer les pots et aller les chercher quelque part. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de sujets qui sont posés. Et même si sur l'idée, on se dit bah, pourquoi pas, ça veut dire que c'est quand même une chaîne logistique spécifique qui la paye, comment on la fait, comment on la met en place, comment on lave les pots. Est-ce que les pots que je veux utiliser ne sont pas les mêmes que les pots qu'utilise mon concurrent? Ça veut dire qu'on uniformise tous les pots sur tout le marché. Est-ce que les fournisseurs de pots vont accepter d'uniformiser tous les pots? Est-ce qu'ils auront la capacité de le faire? Enfin, ça pose vraiment beaucoup de problèmes, même si sur l'idée, on peut se dire que c'est séduisant. Enfin, voilà, tous ces sujets-là sont intéressants, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est évident. Mais quand on rentre dans le concret, on se dit, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. Enfin, et il y a vraiment une échelle de temps. Et des fois, les gens qui font les législations, qui posent les questions, je pense qu'ils ne se rendent pas compte des enjeux. Enfin, voilà. C'est très clair, je trouve. De l'idée à la réalisation, il y a effectivement un pas. Et effectivement, c'est pas si simple. Donc, Jennifer, une autre question? Oui, on a eu plusieurs questions sur l'intervention de Sotia Descandia. Alors, une première question de détail sur l'emballage de beurre qui est à 96% composé de papier, savoir à quoi correspondaient les 4% restants. Une question sur l'origine du plastique utilisé dans la brique éco-conçue et toujours sur cette brique, savoir si l'impact en termes d'ACV avait été mesuré avec ce type d'emballage. Oui. Alors, pour l'emballage de beurre, en effet, on a 96% de papier et les 4% restants, c'est une fine couche de métallisation et les encres. Donc ça, c'est pour... et on est toujours, en fait, sur cette volonté de protéger le produit. La deuxième question, c'est concernant l'origine, c'est ça, du plastique. Donc c'est du plastique à base de résidus forestiers, donc issus de l'industrie papetière. Ce sont des déchets de bois en fait qui ont été utilisés en mélange avec des matériaux d'origine fossile pour produire ce plastique. Et la dernière question concernant l'ACV, en effet, évidemment, ça a été le point de départ. On a évidemment vérifié qu'il n'y avait pas eu de dégradation de l'empreinte environnementale de l'emballage. Et ça a été vérifié. Et d'ailleurs, l'analyse de cycle de vie est disponible sur le site internet de notre partenaire SIG qui l'a réalisé. Merci Emmanuel. Jennifer, une autre question?
Des questions sur le recyclage du polystyrène, notamment une par rapport à la réglementation européenne qui prévoit une définition de la recyclabilité lorsque la technologie est disponible pour 75% de la population européenne, et savoir comment se positionne le consortium par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont la volonté et les moyens surtout d'étendre leur solution? Monsieur Falconier, est-ce que c'est clair pour vous? Je peux vous en parler si vous voulez. Mais... Alors, d'étendre leurs solutions, ça, je laisserai le sujet à Antoine. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on s'occupe de la France, donc avoir la prétention de s'étendre aux autres pays européens. On a l'ambition, en tout cas, de partager les expériences et d'échanger, parce que, comme on l'a dit à un moment donné, ce qu'on fabrique en France, on le vend aussi à l'export. Donc les problématiques qu'on connaît en France, on connaît les mêmes problématiques dans les pays voisins. Donc c'est intéressant de partager les expériences. Et au moins dans le polystyrène, je pense qu'on est précurseur, nous, dans les pots de yaourt. Hein, on est précurseur dans la démarche en France, mais on a des pays voisins qui sont en train de s'en inspirer et qui ont la volonté de faire la même chose. Donc j'espère que ça va donner des idées et qu'on va mutualiser. Et l'autre point de la question, c'était C'était de savoir, du coup, si vous aviez la volonté d'y aller et puis surtout les moyens. Mais d'aller où? D'étendre à 75% de la population. Mais je pense que vous avez partiellement répondu à la question. Si c'est 75% de la population européenne, Antoine, à toi de jouer. Je vais répondre, je ne sais pas les 75%, mais en tout cas, on a parlé tout à l'heure d'un appel d'offres qui est en cours de Citeo pour placer justement les tonnes là, de polystyrène qui sont maintenant triées par les Français. Les acteurs qui ont répondu, je ne peux pas vous faire de scoop là maintenant, mais on n'est pas loin, et c'est des acteurs qui sont tous à dimension européenne. Donc ce sont des usines qui seront à échelle pour l'Europe. De toute façon, vu les investissements nécessaires et les flux dont on parle, ça ne peut être qu'à cette taille-là. Donc normalement, ça devrait correspondre à cette définition européenne. Jennifer, une ou deux autres questions encore? Peut-être pas au-delà. Je vais en regarder qu'une qui sera la dernière du côté distance, mais il y en a peut-être dans la salle également. La question de savoir comment mieux communiquer sur le recyclage, est-ce que la communication sur les étiquettes est une solution ou est-ce qu'il faut envisager autre chose? Alors, un peu d'Emmanuel là-dessus? Enfin, je sais pas, je me lance. Comment mieux communiquer sur le recyclage? Dont une des pistes évoquées sur l'emballage lui-même. Je sais si j'ai cru comprendre. C'est pour ça que je te passais la question. Tu disais qu'il y avait déjà beaucoup de choses sur l'emballage, mais je te laisse répondre. Alors effectivement, il y a déjà beaucoup de choses sur l'emballage. Bon, la loi AGEC a prévu une dématérialisation de l'information produit sur les caractéristiques environnementales des produits, dont le recyclage ou l'utilisation de matières recyclées. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on se concentre pour répondre à cette obligation de dématérialisation, comment la communiquer aux consommateurs de la manière la plus simple, alors par les sites de marque, par des outils collectifs, des plateformes collectives du type Numalim, qui permettent de mettre cette information à disposition de tout le monde, de tout l'écosystème, y compris des consommateurs ou des applications. Et donc, oui, c'est un vrai sujet. Il y a sûrement aussi de la régulation à faire sur la façon de communiquer sur nos produits, de l'autorégulation pour parler d'un même langage, être bien sur les mêmes définitions, et on s'y emploie. Merci. Donc, deux compléments de réponse. Il y a Noël et Monsieur Robichon. Vas-y, Noël. Oui, la question, c'est la multiplicité des prises de parole autour des emballages. On parle nutrition, on parle environnement, donc c'est compliqué pour le consommateur de faire son choix. Est-ce que je choisis le produit pour la nutrition? Est-ce que je choisis le produit pour ses caractéristiques environnementales? Sur les caractéristiques environnementales, il y a aussi un manque de compréhension et une connaissance très fine des enjeux environnementaux. Donc on part de très loin. Monsieur Robichon. Oui, juste un complément, c'est que donc on l'a vu, le consommateur, il est quand même, il a une attention sur qu'est-ce qu'il doit faire de son emballage.
Donc il faut l'aider, il faut lui apporter des solutions. En France, ce qui était compliqué ces dernières années, c'est que tout le monde n'avait pas la même consigne de tri en fonction du territoire. Donc là, il y a un enjeu d'harmonisation. On va pouvoir, d'ici 2023, dire à tout le monde, vous pouvez mettre tous vos emballages dans le bac de tri. Il ne sera pas encore toujours jaune, mais à près de 80% des cas. Donc ça va nous aider pour des communications plutôt d'envergure à dimension nationale. Mais je suis persuadé que le poids des marques sur le sujet doit contribuer encore davantage, parce que le consommateur, il a quand même une relation avec la marque, avec le produit, quand même très différente de grandes campagnes de com pour l'éclairer sur les enjeux environnementaux. Donc je ne peux que avoir cette idée et d'inviter de mettre vraiment tout le poids aussi de la marque vers son COSO pour lui expliquer ce qu'il peut faire pour trier. Merci. Est-ce qu'en complément des questions qui ont été posées en ligne, il y a des questions? Oui. Alors, il faut que vous appuyiez. Je peux parler plus fort sinon. Non, appuyez en continu sur votre... Voilà, pendant que vous parlez. Ne lâchez pas. Faut appuyer en continu. Voilà. Là, c'est bon? Je pense. Donc, Julia Bombardier, cabinet d'avocats Tactics. Je confirme qu'il y a un problème aussi d'information publique sur l'emballage. Ce week-end, j'ai passé à peu près 3 heures pour savoir dans quelle poubelle jeter le polystyrène. On voit bien qu'il n'y a pas d'information suffisante côté consommateur. Mais j'avais plutôt une question pour Madame Paolo. Vous avez produit un sondage que je trouve très intéressant. Je crois que vous disiez que c'était 21% à la question quelle est l'importance finalement, quels sont les critères de choix du consommateur, 21% pour l'environnement. Je voulais savoir si c'était un sondage qui avait été fait sur du déclaratif ou en conditions réelles, comme l'a fait par exemple l'INRA en février 2017, qui était très intéressant. Vous voyez qu'il y avait le prix et la localité qui ressortait en premier. Alors, c'est du déclaratif, c'est des items que l'on a proposés, mais cette étude, on en fait au CNEL plusieurs et on voit toujours que la problématique environnementale est loin derrière dans les critères de choix des Français aujourd'hui. Donc, c'est en déclaratif, mais même si on aborde les sujets de manière spontanée, cette question-là arrivera forcément bien après, aujourd'hui, le prix, qui prend une place majeure pour une grande partie de la population. Oui, donc en fait, 20%, c'est même peut-être très élevé par rapport au... Oui, en déclaratif, oui. Okay. C'est ce qu'on comprend. Je pense que ça ne vient... Si on pose la question en spontané, les problématiques environnementales ne viennent vraiment même pas. Ça n'affleure pas. Par contre, la question climatique est une vraie question. C'est vrai que cette question environnementale et climatique est aujourd'hui une question, mais le consommateur a du mal à gérer cette problématique-là. Il le gère au travers du tri, c'est déjà quelque chose, mais sur les autres sujets, il ne sait pas comment faire l'empreinte environnementale, par exemple, mais c'est tellement loin de ses préoccupations. Donc il y a un effort d'éducation, mais qui part de généralité, de banalité au départ, pour en arriver peut-être après aux questions vraiment dures de la question environnementale. Merci Noël. Une dernière question peut-être? Oui. Bon, oui, c'est pour le journal Les Marchés, c'est une question vraiment très... très particulière. Ça concerne les feuilles de polystyrène qu'on utilise dans le yaourt, pour emballer le yaourt. Voilà, donc là aujourd'hui, il doit y avoir quantité de fournisseurs de feuilles de polystyrène. Est-ce que oui, donc ce seront les mêmes fabricants qui utiliseront du polystyrène recyclé, comme vous le souhaiteriez venant des yaourts. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'au final il y aura moins de fournisseurs? Alors, moins de fournisseurs, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas de vision sur le sujet. Que vous dire? En fait, ce n'est pas spécifique au polystyrène. Enfin, alors moi, là, je vous donne mon avis, mais la mise en place de toutes ces filières de recyclage, là, on parle du plastique, mais on pourrait imaginer que c'est vrai dans d'autres domaines, mais au moins sur le plastique, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réimagine quelque part le business.
Aujourd'hui, on travaille clairement en système ouvert. Et on travaille avec la loi de l'offre et de la demande, avec des gens qui fabriquent des choses et puis d'autres qui achètent. Et puis en fonction de l'offre et de la demande, il y a plus d'offres que de demandes, le marché va dans un sens, et il y a plus de demandes que d'offres, le marché va dans l'autre sens. Là, avec la mise en place des filières de recyclage et des emballages recyclés, on pourrait imaginer qu'on fonctionne en filière ouverte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des centres de tri qui, quelque part, récupèrent des emballages, ils les remettent sur le marché, il y a des recycleurs qui reprennent ces emballages, qui en font du plastique recyclé, et puis les fabricants de feuilles rachètent ce polystyrène recyclé, le mettent de les feuilles, ils nous le revendent. Ça, c'est très bien, ça pourrait marcher si ça s'équilibrait, et si, à un moment donné, on n'avait pas un législateur qui s'en mêle, et qui nous mettent des contraintes en nous disant demain, alors c'est vrai sur le PET, mais je pense que ça va arriver sur les autres plastiques, on va nous dire, demain, il faut, 50% de polystyrène recyclé dans vos emballages. Et là, ça va se compliquer. Parce que si on nous oblige à avoir du plastique recyclé, enfin du polystyrène recyclé dans nos emballages, il va falloir qu'on le trouve. Et si cette filière est ouverte, et qu'on part au plus offrant, forcément, il y aura... Enfin, ce serait logique, hein, c'est qu'il y a une demande supérieure à l'offre, parce que le polystyrène, ça n'intéresse pas que les yaourts. Le polystyrène des pots de yaourt, ça intéresse les gens de la cosmétique, mais ça intéresse aussi des gens qui font des pneus, ça intéresse des gens qui font des voitures, ça intéresse tout un tas d'autres domaines. Et donc, le marché est ouvert. Et donc, à un moment donné, si on nous oblige dans l'alimentaire, et principalement dans le pot de yaourt, à avoir un taux de plastique recyclé, il faut qu'on soit capable de le trouver. Et c'est là où il va falloir qu'on réinvente des choses. Parce qu'aujourd'hui, nous, on va financer une filière de recyclage de polystyrène à travers nos éco-contributions. Hein. On va payer pour que ce polystyrène, finalement, soit recyclé. Mais si on ne peut pas trouver derrière du polystyrène recyclé, parce qu'il y en a d'autres qui vont l'acheter à notre place, parce qu'ils ont plus de moyens, parce qu'ils payent plus cher, parce qu'ils ont beaucoup plus de valeur ajoutée que ce que l'on a dans l'alimentaire, on va avoir un gros problème de fond. Et donc, pour moi, il est là le sujet. C'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, pour moi, le cadre n'existe pas. Alors, on y réfléchit, on travaille, on en parle. Enfin, je pense qu'on est tous persuadés qu'il va falloir qu'on réinvente les modèles qui vont conduire à être vertueux demain et à faire qu'on aille dans le sens qui est logique, hein, de dire il faudra que demain on ait du plastique recyclé dans nos emballages, mais encore faut-il qu'on nous en donne les moyens. Donc voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, que les solutions, je ne les ai pas concrètement. Mais je pense que c'est un vrai enjeu. Si on n'arrive pas à régler ce problème et à mettre en place les organisations qui permettent de fonctionner, on va se retrouver avec des contraintes auxquelles on ne saura pas faire face. Mais question de droit. Là, on va vite arriver à la question de réglementation. Enfin, ce sujet que vient d'évoquer Patrick, il est discuté là au niveau de la Commission européenne. Si j'ai des obligations d'intégration de recyclé, puis-je avoir un droit de préemption ou d'exclusivité sur l'accès à la matière? C'est compliqué vu comment aujourd'hui fonctionne le marché européen. Mais on arrive en plein dedans. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup pour la clarté et la concision des intervenants. Je veux encore insister là-dessus. On a largement dépassé le temps. J'en suis confus, mais ça le méritait, je pense. Enfin, ça me paraissait très important et très intéressant. J'espère que vous allez tous retenir à quel point la filière laitière est en mouvement. Des solutions, elles se construisent en avançant. On l'a bien vu, avec plein de questions qui se posent encore. Un contexte réglementaire qui veut faciliter, mais facilite pas toujours forcément les choses. Beaucoup d'investissements supposés. Et c'est un travail très, très fédérateur. On a parlé de consortium, on a parlé de travail au niveau des fédérations. On voit à quel point c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on avance tous collectivement. Les choses avancent, la filière bouge. J'espère que... Merci pour ceux qui ont la chance d'être physiquement ici, s'ils ont encore des questions, ils pourront les poser au rez-de-chaussée, puisque je vous invite tous, pour ceux qui sont ici, à monter au rez-de-chaussée pour un buffet. Et merci encore à tous les participants en ligne. Et puis voilà, à une prochaine, dans le cadre de ce programme qui aura
un nouveau sujet l'an prochain, donc un nouveau symposium. Donc. Et merci encore pour votre participation.